J'ai un carnet où j'ai des idées sur 3 ans, tu vois, pour ma chaîne YouTube. Toi, tu peux parler d'un sujet qui a déjà été fait, mais il faut que tu apportes un petit point nouveau. Pourquoi j'achèterais ton sujet si j'ai déjà vu sur Arte, sur Le Monde, sur l'Obs? Comment ça se passe pour trouver des idées dans ce type de rédaction? Bah, c'est pas toi qui trouves, hein. Tu dirais que c'est quoi ta méthode pour trouver des sujets? Moi, ma méthode, en fait, c'est Bien informé. Informé, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Chaque semaine, j'interroge un expert pour te donner des méthodes, des outils et des retours d'expérience concrets à appliquer à tes propres projets. Je suis Clara Pelletier. Bienvenue dans Bien informé, le média des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Justine Rex, une journaliste brillante qui, après un passage dans les médias plutôt traditionnels, a décidé de se tourner vers YouTube. Elle a écrit pour Squeezie, Simon Puech, Hugo Décrypte, avant de se lancer dans sa propre chaîne YouTube. Et elle a récemment obtenu le fameux prix Alluaire Londres 2025. Justine, quand je la découvre, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à parler de plein de sujets très différents. Elle peut parler du ministère de l'écologie, d'une télé-réalité sur Mars, d'une cabine téléphonique au Japon ou encore du trafic de viande de brousse en France. Bref, elle ne recule devant rien. Et rapidement, je me demande, comment est-ce qu'elle trouve tous ces sujets? Pourquoi elle a choisi celui-là et pas un autre? Et finalement, qu'est-ce qui fait un bon sujet? Et vous avez de la chance, parce qu'elle a accepté de me répondre. Lecture rapide, curiosité, hypothèse, presse régionale, elle nous dévoile quelques-uns de ses secrets pour trouver un bon sujet. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite tout de suite une belle écoute. Ouais, let's go. Allez, et bien merci beaucoup déjà d'être présente sur ce podcast pour mon premier épisode. Donc le thème de cette saison, c'est comment trouver un sujet et trouver un angle. Et je suis super contente que ce soit ma première guest, parce que du coup, je t'ai découverte récemment la vidéo autour de la viande de brousse. Je l'ai trouvée trop bien faite. Il y avait une super enquête, il y avait de la caméra cachée, il y avait le sujet derrière, tu as été interrogé des personnes, et je me suis dit, ah, trop intéressant, j'ai envie d'en savoir plus sur Justine. Et du coup, j'ai un peu creusé ton parcours. Et là, j'ai découvert que tu étais une femme multiple, que tu avais fait exactement, des médias traditionnels. On va voir France 2, France 3, Arte, enfin vraiment toutes les chaînes possibles, imaginables. Ensuite, tu es passée sur plutôt du média, plutôt autour du digital, avec Vice, avant de te lancer dans l'aventure YouTube. D'abord avec Simon Puech, et ensuite avec Hugo Décrypte, Squeezie, Charles Villa, et maintenant ta propre chaîne YouTube. C'est ça. Donc bravo déjà pour ce lancement. Trop contente pour toi, parce que du coup, si je comprends bien, c'est très récent finalement de te lancer à 100% dessus. Ouais, complètement. Bah là, en fait, ça faisait quelques mois que j'avais lancé ma chaîne. Ouais. Et là, ça fait seulement quelques semaines où je me dis, ok, je me laisse 1 an et je vois ce que ça donne. Donc 2026, c'est l'année de Justine indépendante. Exactement. Trop bien. Le thème, du coup, c'est trouver son sujet et son angle. Ce que je te propose, c'est commencer par une question finalement assez simple, qu'on soit d'accord sur les termes, sur c'est quoi un sujet et c'est quoi un angle. Écoute, un sujet, pour moi, c'est plus un thème. Tu vois, globalement, on va dire, je veux faire un sujet sur Noël. En fait, un angle, c'est le point d'accroche et c'est à ça que tu vas t'accrocher tout du long. Pour moi, en fait, en gros, des fois, on dit un sujet sur Noël et du coup, on va dire, ok, les calendriers de l'Avent, mais rien qu'un calendrier de l'Avent de Noël, c'est pas, une nouvelle fois, un angle. Tu vas faire, ok, je sais pas moi, l'arnaque au calendrier de l'Avent. Et là, dans ce cas-là, ok, il y a peut-être un truc où il y a des gens qui, je sais pas, moi, mettent des chocolats périmés, j'invente complètement, tu vois. Mais ça va être un angle, tu vois. Un sujet sur le calendrier de l'Avent, ça va être un peu large, tu vois. Ok, finalement, c'est vraiment un axe que tu prends, un parti pris, on peut dire. Un parti pris, pas forcément, parce que en gros, c'est vraiment juste, disons, la petite touche qui va faire que c'est sur ça que tu vas te concentrer et rien d'autre, tu vois. Parfois, par exemple sur la viande de brousse, j'aurais pu partir sur le côté, au fait, pourquoi il y a des gens qui mangent de la viande de brousse pour essayer d'expliciter, etc. Mais moi, mon angle, c'était vraiment sur le trafic, pas sur les consommateurs. Du coup, l'idée, c'est qu'à un moment, on voit les consommateurs parce que ça me permet vraiment de retracer le trafic et de comprendre en fait où est-ce qu'il y a des points de vente, mais je pars pas sur les consommateurs. C'est vraiment un axe, parce qu'effectivement, quand tu prends un sujet, il y a 20 000 axes. Ouais. Moi, je le vois, du coup, j'ai fait mon premier documentaire sur l'amour et la génération Z, et c'était un des premiers trucs où je me suis dit, mais tu peux parler de tout. Enfin, c'est
très très large et j'ai vachement eu de mal. On me l'a beaucoup dit, ah bah faut que tu trouves vraiment un angle, faut que tu aies ta patte et tout. J'étais là, oui, et il y a plein de choses à dire. Ah ouais. Donc pas facile du tout. Tu dirais que pourquoi c'est si important de trouver un angle? Je crois que dans une vidéo, j'ai écouté pas mal de tes interviews et tu disais que tu pouvais mettre des semaines avant de trouver l'angle sur un sujet et finalement l'écrire en 2-3 jours. Pourquoi passer autant de temps sur cette partie-là? Bah, tu vois, tu as dit, trouver ta patte et cetera. En gros, je pense que c'est super important de trouver ton bon angle parce que c'est ça qui va faire que, en tant que journaliste, tu vas te distinguer. On va se dire: «Punaise, bah, elle a trouvé un truc qu'on soupçonnait même pas, ou auquel on n'a pas du tout pensé», et je trouve que c'est aussi ça qui fait ta valeur, journalistique. Évidemment, il y a pas que ça, hein, et on peut Ouais. être un très bon journaliste en travaillant que sur des sujets vraiment, d'infos très, très chaudes. Dans ce cas-là, tu as moins ce besoin, tu vois, de trouver, des angles un peu spécifiques, originaux. Mais, le moment où j'ai réussi à être vraiment démarchée par des médias, c'est le moment où justement, je faisais des sujets qu'on voyait nulle part ailleurs, et c'est pour ça que je trouve, que tu as quelque chose à faire valoir quand tu trouves un angle vraiment très particulier, et c'est pour ça que je vais vraiment prendre du temps et me dire: «OK, sur quoi j'ai envie de bosser et ça va être quoi l'angle spécifique, de ma prochaine vidéo?» Ouais. Ah, c'est hyper important et c'est marrant, effectivement, ce que tu dis quand tu as de l'actu chaude, le sujet finalement se suffit peut-être à lui-même vu que tout le monde va être intéressé dessus. Ouais. Alors que si tu veux trouver, bah, je sais pas, hein, bah, typiquement la viande de brousse, c'est pas forcément dans mon quotidien que j'y pense. Ah bon? Je me dis, bah, zut, ouais, là, tu as un angle à trouver, beaucoup plus important. OK, donc ce que je te propose Mmh. pour la suite, c'est que là, j'ai imprimé 10 cartes Bien. avec, 10 sujets que tu as traités au cours de ta Oh! carrière et j'aimerais bien que tu pioches une de ces cartes OK. au hasard et que tu me dises, pour chacun de ces sujets, comment, tu es arrivée, à cette idée. C'est quoi l'angle que tu as voulu défendre et un petit peu le contexte finalement, dans lequel c'était. Donc J'ai ça, c'est l'impression de tirer, tu ouais, vois, les cartes, le tarot. Donne-moi mon année 2020. voyance, clairement, c'est un jeu de voyance là. Ce que je te propose, c'est de commencer. Vas-y. Bah, vas-y, ça, je le sors? Ouais. Ah OK, bah, c'est le sujet avec Hugo. Donc j'ai enquêté sur les dérives de l'industrie musicale, la plus extrême. Du coup, ça, c'était un sujet avec, Hugo Décrypte qu'on a fait l'année dernière quand on est parti en Corée du Sud. Écoute, Je travaillais déjà pour Simon Kue, à l'époque, OK. et j'avais envie de continuer à travailler pour d'autres créateurs. Avec Hugo, on se suivait sur, Twitter, feu Twitter, en gros, on se suivait mais on s'était jamais parlé, et OK. du coup, je lui ai envoyé un petit message en lui disant: «Est-ce que ça te dit qu'on se prenne un café pour discuter?» et cetera. Je voulais lui proposer des choses. Je commençais à me dire: «Est-ce que je cherche du travail sur un contrat plus stable ou est-ce que juste, par exemple, Hugo, ça m'intéresse de faire un one shot avec lui?» Et en discutant, ça matche très, très bien, et on se dit, bah, concrètement, moi, ce que j'ai à faire valoir, c'est plutôt le côté reportage, enquête, et Hugo, bah, lui, il est dans un tel rythme de production que c'est compliqué, de vraiment faire du reportage, se déplacer et puis avoir, une équipe qui va être dédiée justement à ça. Donc il me dit qu'il aimerait bien faire du reportage à l'étranger, de temps en temps. Donc on se revoit. Je lui propose, 2 pays, États-Unis, Corée du Sud, avec des sujets différents, OK. et dont ce sujet, et du coup, bah, en fait, on est partis en Corée du Sud, tous les 2. Ça franchement, ça nous a pris quand même, je dirais bien 8-9 mois de travail, hein, presque un an, parce Quand qu'en même, ouais. gros, du coup, il y avait, un peu, les premières réflexions. J'ai proposé plusieurs sujets, donc à la fin, on a ressorti du coup les dérives autour de la K-pop et OK. la baisse de la natalité en Corée du Sud, parce que c'est le pays où il y a la natalité la plus basse au monde. OK. Et du coup, bah, il y avait évidemment construire le sujet, bah, trouver les fixeurs, trouver les persos, ensuite partir en tournage, partir là-bas, faire toutes les interviews. Après, il y a le dérush, penser au montage, l'écriture, et en fait, bah, entre, le début, vraiment, les premières Ouais. rencontres, et la diffusion, ouais, il s'est bien passé, 10 mois, je pense. C'est fou ça. Ouais. Ça, c'est dingue parce que la vidéo, elle dure quoi? 30 minutes? Et Ouais, ouais, je ça pense 24, une demi-heure, ouais. ça, c'est dingue. 9 mois déjà pour créer ça et ce qui est trop bien parce qu'au final, ouais, tu sens qu'il y a du la recherche, il y a effectivement énormément, d'enquêtes là-dessus. Si on reprend au tout début, tu m'as dit: j'avais envie de rencontrer Hugo, j'avais envie de lui proposer des sujets». C'est-à-dire Mmh. qu'avant, tu avais regardé plein de vidéos de Hugo et tu t'étais dit: «OK, ces sujets-là, ça peut l'intéresser et moi, ça m'intéresserait de travailler dessus». Bah, je pense que de toute manière, quand tu as envie de travailler pour quelqu'un, il faut que tu consommes. Moi, j'aime pas forcément le terme consommer, mais Ouais. tu regardes ou consommes ce qu'il fait, pour te dire: «OK, j'ai envie d'y prendre part, d'y participer», Ouais. et c'est pour ça que je me suis dit: «Bon, bah, go, en fait, ce serait trop cool de faire du reportage pour Hugo», parce que
c'est quelque chose de nouveau et en même temps, ça s'inscrit dans sa ligne éditoriale. Donc je me suis dit, vraiment, c'est quelque chose, que j'ai envie de faire et évidemment, après, je me suis adaptée à sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que quand je lui ai proposé les sujets, c'est évidemment pas les sujets que, par exemple, j'aurais proposé à Simon ou encore, à Charles. Évidemment. Et du coup, est-ce que c'était déjà tes premiers sujets avant même la discussion? Tu étais déjà sur les 2 pays que tu m'as cités? Ou c'était complètement autre chose et au fil de la discussion, il t'a dit: «Bah, j'aimerais bien faire, plus de reportages mais à l'étranger» et tu t'es dit: «OK, je reviens avec, ces sujets». Moi, je m'attendais pas à ce qu'il me demande du reportage à l'étranger. Je pensais qu'on allait rester sur du côté très français, sachant qu'on avait fait une première vidéo ensemble, un peu, je pense, un petit peu test pour voir comment Ouais. ça se passait tous les 2 en reportage, où, c'était, les actus du jour, mais un peu délocalisé vraiment sur le terrain, où c'était, un jour où il y avait, en fait, des manifs d'agriculteurs Ouais. et du coup, on est partis ensemble à Strasbourg, tu vois? Et ça s'est super bien passé et je pensais pas que, Hugo allait avoir ce souhait de, faire du reportage à l'étranger. Finalement, j'ai envie de te dire, c'est cool, Let's go, ouais. c'est super. C'est un beau défi. Mais en tout cas, quand j'y suis allée, j'étais plutôt sur l'optique de lui proposer des choses, en France, tu vois? Vu que après évidemment, il traite, l'actualité internationale, mais souvent, le reportage à l'étranger, ça veut dire que ça coûte très cher. Enfin, c'est d'autres enjeux encore que Ouais, faire du bien reportage sûr. en France. Oui, oui, clairement, parce que j'imagine, du coup, il doit payer les journalistes qui y vont, les caméramans, les fixeurs, tu l'as dit. Le Enfin, billet d'avion, l'hôtel, enfin, il y a plein de choses, forcément, tu démultiplies, les frais, quoi. ouais, clairement. OK, donc tu arrives avec des sujets, vous discutez, en fait, tu dis: «OK, étranger, encore mieux, go, je vais te proposer autre chose». Mais tu arrives avec 2 pays et là, avec, je sais pas, tu as 3 sujets pour chacun des pays, tu as Alors, faudrait que je ouais, je te prie, c'est ça. ouais, t'inquiète. Faudrait que je retourne un peu, sur mes notes, mais je pense qu'il y avait bien 5, 6 idées, tu vois? Après ça dépend, tu vois? Mais, je me souviens que, ouais, j'avais au moins 4, 5 idées, tu vois? Pour chaque pays. Et ça veut dire que là, tu t'étais dit, déjà, comment tu as choisi ces pays? Toi, c'était des pays qui te parlaient particulièrement ou en fouillant finalement, je sais pas, la presse internationale, tu t'es dit: «Ah là, il y a des vrais sujets, des vrais enjeux»? Alors Hugo avait parlé en exemple de la Corée du Sud, OK. mais il avait donné que l'exemple de la Corée du Sud, donc je me suis dit: vu que c'est un truc qui a l'air de l'intéresser, dans l'un des 2 pays, je vais lui proposer la Corée du Sud et après, l'autre pays, donc c'était les États-Unis, parce que je sais qu'il est déjà plusieurs fois parti aux États-Unis. Évidemment, il y a le côté, c'est anglophone, donc ça nous parle aussi en France. Ouais. Donc en gros, j'ai essayé de lui trouver, tu vois, 2 pays qui, n'ont pas quand même grand-chose à voir pour qu'il Ouais, puisse, d'accord. avoir le choix et il a choisi aussi la Corée du Sud parce qu'il allait repartir aux États-Unis, parce qu'il y allait avoir, les élections, peu de temps après. OK, ouais, ça lui permettait quand même d'avoir 2 sujets différents. Ouais. Et en Corée du Sud, donc là, c'était les dérives de la K-pop et tu m'as parlé aussi de la baisse du taux de natalité. Ouais. Est-ce que quand vous êtes allés, vous avez fait ces 2 reportages en Mmh. même temps? Ouais, c'est ça. OK. C'était sport. C'était Ouais. vraiment sport parce que du coup, je crois qu'on est resté, tu vois, une dizaine de jours et du coup, on avait vraiment un planning hyper précis. Je pense même qu'il y a une journée, on a fait une interview le matin sur un sujet et l'après-midi sur un autre, tu vois? Ah Donc ouais. vraiment, c'était, vraiment, la gymnastique Gymnastie, et on s'est même dit avec l'équipe peut-être qu'on aurait dû choisir un seul sujet et en même temps, je suis contente finalement de ce que ça a donné sur, les 2. Il y en a un où il y a évidemment plus d'interviews qui est la natalité. Que, la K-pop où on est plus sur, du témoignage, on a assisté du coup à des castings et on a, le témoignage d'une petite jeune qui veut justement devenir, tu vois, une star de la K-pop et plus après on a une ancienne, qui a travaillé dans l'industrie, de la K-pop et qui a OK. justement déchanté. Heu, Comparé, tu vois, à la natalité où on a vraiment fait tout un parcours de, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que ça implique, tu vois, dans la société. Mais finalement, on se retrouve presque avec 2 vidéos, qui durent à peu près, le même temps. Tu as pu finalement aussi rencontrer plein de personnes différentes parce qu'effectivement, quand tu es sur un sujet, tu es bloqué sur le sujet. Ouais, carrément. Franchement, trop bien. Merci déjà pour Avec ces plaisir. ces insights sur les vidéos, j'adore. Est-ce que tu vois autre chose à me dire, sur, cette collaboration, sur, comment vous avez trouvé le sujet ou sur autre chose par rapport à Hugo Décrypte ou on pioche une nouvelle Écoute, carte? on me demande souvent, entre tous les créateurs avec qui tu as préféré travailler et cetera et je trouve ça hyper dur parce que, en fait, ils ont tous déjà ils ont des personnalités différentes, c'est horrible, tu vois? Parce que je me dis: «S'il y en a un qui est en train de regarder, il va mal le prendre», tu vois? Mais là où je me suis franchement, je pense le plus éclatée, c'était avec Hugo parce que, on était vraiment sur un truc vraiment de A à Z. C'est-à-dire que je l'ai aidé à trouver le sujet et j'étais là à la fin avec les monteurs sur, le montage, tu vois? C'est hyper gratifiant et tu vois vraiment, l'aboutissement, tu vois, de la vidéo alors que
souvent, ce qui se passe, je vais plutôt être là sur l'idée, à la limite le tournage, l'écriture. Mais en fait, il y a des moments où je suis pas là. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, j'aurais pas de vie, tu vois. Mais pour ce projet-là, c'était vachement enthousiasmant, tu vois. Il y avait le côté vraiment où tu vois ton bébé qui est en train de naître et se construire. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, au final, comme si c'était ta propre vidéo, quelque part, ton propre bébé, plutôt que un Ouais, acte sur une chaîne finalement. Là, tu as vraiment de A à Z, donc c'est trop ça. bien. Et là, ça me fait penser, tu m'as dit que ça avait duré presque 9 mois entre le temps où tu as Ouais. commencé à travailler sur le sujet et le temps où c'est diffusé. Est-ce que tu saurais me dire, et je sais pas si tu as envie de me dire, combien de jours travaillés? Parce que tu vois, j'ai Mmh. l'impression que voilà, «Ah trop bien, tu as un documentaire, c'est bon, Ouais. tu as 9 mois de travail et c'est bon, je vais être tranquille». Mais non, parce qu'en fait, c'est, 2 jours par là, 2 jours, par-ci et finalement ça te fait peut-être un salaire, sur un mois, tu vois? Je suis incapable de répondre à ça, tu vois? Franchement, ça arrive très souvent qu'on me demande: «Ouais, ça, cette vidéo, ça t'a pris combien de temps à faire? Mon livre, ça a pris combien de temps à écrire?» Ce genre de choses. Je suis incapable de dire parce que, je me mets pas à compter mes heures. Je crois qu'il y a des gens qui font ça pour Ouais. qu'ils se disent: «Est-ce que je suis rentable?» Ouais. Mais du coup, je pense que ça me déprimerait un peu parce que je passe beaucoup de temps à bosser quand même et en plus, des fois, je vais me mettre à bosser la nuit, des fois, je me lève très, très tôt le matin ou sinon le week-end. Donc je saurais vraiment pas dire. Je sais que c'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais tu vois, il suffit que, je sais pas, à un moment, tu vois, sur cette programmation-là, on a eu plein de problèmes, notamment sur le sujet natalité. Ouais. On voulait avoir le ministère, justement chargé, des naissances, en Corée du Sud. Et c'était un enfer, c'était un oui, c'était un non et puis contacter finalement un tel et machin et machin et machin, tu vois? Et des fois, c'est des micro tâches dans la journée. Des fois, il y avait une journée Ouais. entière où je travaillais sur autre chose et pas du tout sur ce projet-là et puis d'un coup, il y avait la fixeuse qui me disait: «Est-ce que tu pourrais envoyer un mail à un tel?» tu vois? Et techniquement, ça me prend 2 minutes, mais c'est Ouais, mais plein de petits trucs tout le temps, mentalement tu vois? ah ouais et ça, c'est fou. Mmh. Ça, tu vois, c'est un truc qui m'a perturbée. Donc pour mon premier documentaire, j'avais vachement l'impression d'être très dépendante, des uns des autres. Ah, il faut appeler Carrément. machin pour, lui dire, quelle plante imagine. Ah et tac et pour le lieu, ah, il y a un changement et cetera et comme tu dis, ça prend pas longtemps en soi. Mais c'est de la charge mentale Carrément. énorme et effectivement, moi qui suis habituée du coup de base, je viens de la communication et j'étais vachement habituée à finalement, traquer mon temps et parce que, bah, c'est des projets clients en agence et Mmh. tu as vendu, tant, donc tu dois passer tant d'heures en vérité Mmh pour mh. que la boîte se porte bien Ouais. et ça m'avait vachement perturbée parce que moi je suis du genre justement à je me mets sur un sujet, OK, j'ai 2 heures là-dessus et Ouais. cetera C'est et peut-être plus sain en vrai, hein? je sais pas, non peut-être bah, du coup je pense que c'est impossible à faire comme tu dis sur ce type de métier parce que est-ce que tu les comptes tes 10 minutes, qui au final t'as Ouais, pris 20 parce que t'as galéré à écrire de telle c'est manière et ça. tu voulu bien le tourner? Autant il y a des jours où tu sais que tu travailles toute la journée dessus, tu vois? Notamment l'écriture, tu vois? Du Oui. script. Ça, tu saurais dire combien de temps ça t'a pris, mais tous les moments, en fait, techniques où il y a des choses qui se calent, où il faut répondre tout de suite dans l'instant, c'est galère. Pareil pour les idées, tu vois? En gros, est-ce que je compte, tu vois, le nombre de vidéos ou d'articles que j'ai pu lire sur la Corée du Sud pour que je me dise: «OK, il y a cette idée-là», sachant qu'en fait, à ce moment-là, tu es pas payé quand tu proposes une idée. Bien sûr. Donc il y a plein de choses, qui rentrent en jeu. Ouais, ça c'est terrible parce qu'effectivement, faut se renseigner sur le sujet pour trouver des bons angles et Ouais, donc c'est déjà du avant d'être temps. payé. Ouais, avant même d'espérer. C'est ça. Ah, on pioche une nouvelle carte? Vas-y, tic, 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 tic. Allez, celle-là. Joker. Wow! Oh, oh, ça commence Ça bien. fait presque peur, j'ai peur d'un nouveau Squid Game là. Je t'avoue, j'en cherchais un plus mignon et j'ai pas trouvé. Joker, quel sujet récemment tu t'es dit: «J'aimerais le traiter»? Genre le dernier truc qui t'a pop en tête en disant: Mmh. Ah mais si je dis des trucs, tu vois, le problème c'est «OK». toujours ça. Mais Est-ce que justement, tu parles de tes sujets, entre créateurs? Est-ce que vous échangez? Parce que je sais plus, j'avais écouté une interview, c'était des youtubeurs qui étaient plus ou moins sur les mêmes sujets, Mmh. qui disaient: «Ouais, j'envoie, ah, je vais parler de ça, est-ce que tu as prévu de le faire?» parce que finalement, c'est des enquêtes très précises Mmh. et c'est dommage si on a la même vidéo. Est-ce que c'est la même chose dans le journalisme? Tu vas dire: «Ah, bah, je vais le traiter de cette manière-là, pour, entre guillemets, «t'assurer» ton sujet» ou justement il y a un petit côté danger quand même, de Alors, dans le journalisme en général, j'ai pas cette tendance à dire, à part à des très bons amis: «Voilà ce sur quoi je travaille», Mmh. parce que sait-on jamais. Et Oui. puis c'est un milieu qui est précaire, tu vois? Si tu commences à dire par-ci par-là: «Oh, en fait, je travaille là-dessus» et en fait, cette personne, elle dit: «Ah, j'ai rencontré Justine, elle travaille là-dessus» et en fait, c'est peut-être pas cette personne à qui j'ai raconté ça, qui va me le piquer, mais en fait, de fil en aiguille, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire: «Mais je connais quelqu'un qui, peut pile poil me répondre», alors que moi, je suis encore, sur les Oh, prémices du bien truc, sûr. tu vois? Donc ça fout les boules, donc j'évite.
Après, sur YouTube, on est tellement peu de créateurs de contenu, journalistes à parler d'infos. J'ai moins cette difficulté à en parler, tu vois, parce qu'en fait, on se connaît, c'est tout le temps un petit milieu et on fait des choses tous très, 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 différentes. Donc je peux en parler, vraiment, sans difficulté. Après, je fais toujours attention sur, des sujets qui me tiennent énormément à cœur parce qu'en fait, ça va pas forcément être la même chose, mais des fois, ça peut être une sorte d'inspiration et du coup, tu peux avoir cette impression de déjà vu quand tu retombes sur la vidéo de quelqu'un, ainsi de suite. Donc j'en parle entre, youtubeurs et créateurs. Entre journalistes, un peu moins, tu vois? OK, ouais, bah, c'est peut-être pas les mêmes milieux, hein, clairement. Tu as un côté plutôt création et le journalisme qui reste quand même une institution où il faut énormément se battre pour avoir Ouais. sa place. OK, next step? OK, alors, Voyons. tic, tic, tic. Ce que l'on sait de la vie après la mort, ça c'est Simon. Elles sont très jolies tes cartes, ça j'aime beaucoup. Hem, alors ça, c'était avec Simon, et c'était une commande de Simon. Donc en gros, avec Simon, souvent ce qui se passe, c'est plutôt moi qui lui propose des sujets. OK. Et par moment, il y a vraiment des trucs où, il a sa petite liste de notes où il se dit: «Bah, ça, j'aimerais bien le traiter». Et typiquement, il m'avait dit qu'il voulait traiter des EMI, donc des expériences de mort imminente. OK. Et il m'a dit: «Est-ce que ça te branche?» J'ai dit: «Bah, carrément, let's go». Donc l'idée, c'était de trouver des gens dans cette situation, ce qui est très compliqué parce que, en fait, tu as aussi beaucoup de personnes, sans être condescendant, tu vois, parfois un petit peu illuminées sur Oui. ces sujets-là. Donc il faut que tu puisses vérifier techniquement si la personne a vraiment vécu une expérience de mort imminente. Parce qu'en fait, disons que, heu, si Simon, il travaille avec moi, c'est aussi parce que je suis journaliste. C'est pas juste parce que je Bien vais sûr. écrire le sujet, je vais, faire des choses à sa place pour lui faire gagner du temps. Je trouve ça cool parce que c'est l'un des tout premiers créateurs de contenu à s'être entouré justement de journalistes, pour être ses auteurs. Et en gros, du coup, il a fallu, trouver des gens et demander, tu vois, par exemple, les papiers d'hospitalisation, ce genre de choses, pour, justement avoir suffisamment de preuves que, la personne n'est pas en train de bidonner et cetera. Parce que, il y a quand même toujours cette inquiétude-là, que en fait, tu traites d'un créateur de contenu, quelqu'un qui est connu. Bien En fait, sûr. tu peux complètement avoir quelqu'un qui t'arnaque et c'est ce qui s'est passé dans le monde des médias, ça arrive quand même très régulièrement. Il y a 2 semaines, tu as un humoriste qui a piégé une, journaliste de France 2 aux 20h, où il disait: «Oui, moi je fais des économies». Il a l'air complètement, lunaire et tout, il le filme dans un supermarché avec ses petits codes promo, alors qu'en fait c'était un humoriste. Donc en fait, là, ta crédibilité elle est complètement tuée. Et moi je fais hyper attention à ça, parce qu'évidemment, bah, Simon il me fait confiance. Donc je non seulement je fais gaffe pour moi, mais je crois que je fais encore plus, 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 plus gaffe, tu vois, Ouais. quand c'est, pour quelqu'un d'autre, tu vois? Clairement, là, il y a double crédibilité en jeu Ouais, et pour le coup, pas facile de demander finalement des trucs assez intimes, ouais, des documents médicaux qui enfin, le secret professionnel, tout ce que tu veux, qui carrément. peut être plus ou moins malaisant à demander et en même temps, qui est hyper justifié, pour ton sujet. C'est ça. Parce que, oui, effectivement, dans ces milieux, il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent, fabuler ou dire qu'ils ont vécu des choses et pas forcément et même dans tous les milieux, mais je pense particulièrement quand on touche à des Carrément. sujets sensibles comme Moi ça. souvent quand je cherche des gens pour Simon, des créateurs, au départ je dis pas que c'est pour des créateurs. Pour vérifier, tu vois? Et pour, pas qu'il y ait des gens qui se disent: «Ah oui, je vais essayer de piéger, Simon Pêche» ou et cetera, tu vois? Parce que ça m'arrive de faire des appels à témoignages sur des par exemple, des endroits assez particuliers, tu vois? Des assos, ce genre de choses et je dis juste que je suis journaliste. Donc je pense déjà, il y a moins ce truc de se dire: «Oh, je vais bidonner, un youtubeur», tu vois? OK, tu dis juste: «Je suis journaliste, je souhaite enquêter Je sur ce travaille sujet». là-dessus, je cherche quelqu'un qui, a vécu ça, tu vois? Et après il y a des gens qui viennent à moi, et il y a des gens que, je vire d'avance parce que je le sens pas. J'essaie juste de m'écouter aussi, Ouais. parce qu'il y a pas assez de preuves. Vraiment, je fais super, super attention, et typiquement pour Simon, il y a eu des fois où, quand après je dis que c'est pour Simon Puech, on m'envoie des preuves qui sont pas forcément hyper véridiques, tu vois? Ou je le sens pas et en plus les personnes insistent et là je me dis: «OK, il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être rien, mais je préfère faire attention», tu vois? Ouais et finalement, quand les personnes insistent pour participer, ça met un Il petit y a truc déjà un dans truc un peu étrange, tu vois? ouais, dans le Ouais. sens où la plupart des personnes, finalement, vont témoigner parce que soit ça leur tient à cœur sur une cause particulière ou soit vont être là: «Bon, bah, je le fais parce que il f ouais, tu me l'as demandé et voilà», mais Mouais. finalement, c'est pas une vocation de
À moins que Peut-être. tu sois dans un contexte, tu vois, de lanceur d'alerte ou tu vois Oui. quelqu'un qui a besoin de toi pour Ouais. véhiculer une info, je vois pas pourquoi, par exemple, quelqu'un insisterait, tu vois. Et ça arrive. Tu commences finalement, il y a énormément d'intuition aussi. Ouais. Donc, Clairement, faut s'écouter. tu as aussi travaillé pour Squeezie Ouais. et bah, c'est pas du tout les mêmes enfin, c'est pas les mêmes sujets, mais j'ai l'impression quand même c'est des histoires assez, précises de temps en temps. Bah, je pense à Squeezie, ses threads d'horreur et Mm. cetera, qui partent, vachement dans l'histoire ou des choses comme ça. Comment tu fais pour arriver avec des idées de sujets là-dessus? Tu C'est creuses encore beaucoup? différent, Lucas, donc Squeezie, parce que là, il faut trouver la petite histoire qui a pas été énormément traitée par des médias et Ouais. évidemment jamais ou un tout petit peu sur YouTube. Donc là, c'était beaucoup de travail d'archives. Je sais que des fois, je passais une nuit complète sur des archives, tu vois, de PQR, de PQN, C'est quoi euh, ça? pardon, PQR, presse quotidienne régionale. Les gens c'est leur jargon. OK. Et PQN, presse quotidienne nationale. Donc OK. en gros, PQN, tu vois, presse quotidienne nationale, ça va être Le Monde, Libération, Le Figaro, etc. Et OK. presse quotidienne régionale, bah, par exemple à Paris, on va avoir Le Parisien, mais si t'es à Lille, ça va être La Voix du Nord, etc. Tu vois, c'est la presse vraiment Oui, qui c'est couvre ce qui se passe dans certains coins. Et du coup, ça, c'est des sources hyper utiles parce que, en gros, censé être les fiable. gens, ouais, bien sûr, c'est des journalistes, etc. Et ils vont couvrir, par exemple, des procès, ce genre de choses qui vont pas forcément, on va dire, avoir Raisonner. été vraiment, ouais, raisonnés, avoir été vraiment couverts par, tu vois, les JT très classiques, ce genre de choses. Et pour autant, c'est peut-être des histoires super intéressantes et fascinantes, tu vois. Mais ça sous-entend qu'il faut vraiment passer énormément de temps où tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et là, l'IA peut pas t'aider, hein. C'est Ouais. vraiment du manuel où tu lis tous les titres, et puis voilà, quoi. Tu crois que tu peux même pas demander à l'IA justement si c'est sur des archives, c'est en ligne? Bah, il faut avoir des abonnements, tu vois? Moi, j'avais plusieurs abonnements à plusieurs journaux, à Oui, plusieurs c'est magazines, tu vois? Donc rien que ça, tu vois, l'IA, il y a pas accès. ouais, complet et ça veut dire, tu as des abonnements là, du coup, tu as des abonnements mais il y en a combien? Parce que Bah, du coup, finalement, là il y a énormément. là, je travaille plus pour Lucas, Mmh. mais à l'époque où quand je lui trouvais des archives et cetera, en gros, j'avais 4-5 abonnements différents, OK. qui me permettaient, voilà, de faire un petit mélange entre magazine, national, régional. Et ça veut dire que tu le prends à ta charge? Ou c'est tu le donnes, enfin, tu le mets en frais à la personne qui, Un peu des 2. En fait, il y a des choses où, tu vois, la presse nationale, je dois forcément y être abonnée, tu vois? Le Monde et cetera, donc j'ai forcément mon abonnement. Donc j'avais pas envie de le faire payer à Lucas parce que dans tous les cas, je l'ai, donc je trouve que ce serait un peu malhonnête. Mais en revanche, tu vois, il y a eu des histoires, où, ça s'est passé dans certains petits bleds et du coup, j'ai besoin d'avoir accès, je sais pas, à tel journal régional que je réutiliserai jamais, tu vois? Et là, bah, en plus, c'est pas cher, tu vois? C'est genre 2 balles, donc je lui dis juste: «Est-ce que je peux m'abonner?» Mais vu que des fois tu cumules plusieurs petits abonnements, ça peut te faire 15-20 balles. Pour lui, c'est rien. Pour moi, bon, bah, voilà, comme ça je le passe en frais. Donc un petit peu des 2. Oui, mais finalement, oui, ça c'est pas grand-chose, mais enfin, si tu fais ça pour Lucas, que tu fais ça pour Ouais, Simon Pouel, si tu fais ça, bon, finalement, ça te fait 100 € dans le mois, tu bon, c'est ça. à chercher les sujets tant qu'elle t'est pas payée en cherchant, bon. Donc tu as vraiment OK. Franchement, trop chouette. Est-ce que tu as autre chose à me raconter sur ce sujet-là ou est-ce que Écoute, non, ce qui a été dur, c'est vraiment de trouver quelqu'un. Mais une fois qu'on a eu cette dame, ça allait. C'était pas facile en termes d'interview parce que, on est typiquement sur, quelqu'un qui te raconte quelque chose, qui est évidemment improuvable, qui, est, complètement une sorte de ressenti, tu vois? Donc il avait vraiment fallu, aller la chercher pendant l'interview, cette dame qui avait vécu une expérience de mort imminente, parce que, Simon, pour illustrer, la vidéo, il voulait justement avoir, des dessins. Et ça, c'était trop cool. La vidéo est très belle et très chouette. Il fait appel à beaucoup d'indépendants sur plein de domaines différents. Pour le coup, je l'admire beaucoup pour ça. Et du coup, il demandait, tu vois, ouais, qu'est-ce que à tu cette pourrais dame à dire? quoi ça ressemblait, ce genre de choses. Et c'est super compliqué. Donc je me souviens que cette interview, elle a été très longue et très laborieuse, parce que, justement, on était sur un sujet où ça traite du sensible, ça traite d'un souvenir, qui est traumatique. Donc il a vraiment fallu, prendre le temps, la rassurer, essayer de trouver les détails, tu vois, dans sa mémoire, c'était pas simple. Ouais, carrément et est-ce qu'il y a un angle, tu dirais, sur ce sujet? En vrai, pour le coup, là, c'est une très bonne question ce que tu me demandes parce que, je trouve qu'on est plutôt sur une vidéo qui va te faire un
un état des lieux d'où on en est sur l'expérience de mort imminente. Parce qu'après, on a fait un spécialiste, tu vois, en interview. Et tu vois, typiquement, ça va avec le titre, tu vois, de Simon, ce que l'on sait de la vie après la mort. Parce que, en fait, en gros, un angle très spécifique, ce serait, tu vois, je sais pas moi, les personnes, en fait, qui ont changé de vie après leur expérience de mort imminente. Là, c'est un angle encore très spécifique où ça a été prouvé, tu vois, tu as des gens vraiment, une fois qu'ils ont eu leur expérience de mort imminente, ils démissionnent, ils divorcent, tu vois. Vraiment, il y a un shift, tu vois. Alors que là, on est plutôt sur le côté témoignage, plus au fait, que dit la science vis-à-vis de ça. Donc, c'est pas que c'est pas une vidéo pas anglais, mais on est sur une vidéo relativement plus large, tu vois. Et c'est aussi ça la différence entre le journalisme très classique et ce que tu trouves sur YouTube. Des fois, tu vas aussi avoir des sortes d'états des lieux, alors que tu pourrais pas contacter un média et leur dire je vais faire une vidéo juste sur les expériences de mort imminente. Ils vont dire bah non, c'est quoi l'angle, Ouais, tu vois? ok. Alors que finalement, sur YouTube, ça peut se faire. Ouais. Parce qu'il y a moins ce truc très cadré de langue et en fait, ça intéresse quand même les gens, tu vois. Les gens, ils vont pas se dire ah c'est pas anglais. En fait, ça, c'est vraiment, une nouvelle fois, le jargon des journalistes, tu vois. Ouais, clairement, parce que finalement, tu dis, ah bah ouais, on en est où sur l'expérience de mort imminente? Trop intéressant, je vais regarder, quoi. Et pas forcément, enfin, d'ailleurs, je sais même pas si ça aurait mieux marché de l'anglais sur le changement de vie, par exemple, Ouais, après en fait, tu peux après avoir le témoignage de quelqu'un dans cette situation-là, tu vois, mais en fait, ça aurait pas nécessairement en effet mieux marché. Cool. Bah, merci pour cette précision. Avec plaisir. Trop cool. Alors, hop. Ah, une de mes vidéos. Être SDF à 8 ans, donc j'ai dormi avec une petite fille SDF dans son école. C'est trop cool, je vais les garder ces cartes, quoi. Tu veux me les donner? Écoute, ça c'était ma deuxième vidéo sur YouTube, mais que j'avais tournée en premier. Donc c'est-à-dire, je l'ai tournée avant l'enquête sur la viande de brousse. Mais j'avais choisi de démarrer ma vidéo avec l'enquête sur la viande de brousse parce que j'avais envie de donner un ton très enquête à ma chaîne. Et là, on était sur du reportage un petit peu plus classique. Donc je me disais, ok, je montre en premier que je sais faire d'enquête et après je montre que je sais faire du reportage. Oui. Donc cette vidéo, en fait, elle est née de base d'un article que j'avais pu faire pour Vice, qui date d'il y a 3-4 ans, où justement j'avais déjà été à Lyon, là ça se passe à Lyon, où j'avais rencontré en fait un collectif d'enseignants qui ouvrent les portes de leur école la nuit, l'hiver souvent, aux familles SDF, donc les enfants et leurs parents. Eux, en fait, ils sont révoltés parce qu'ils voient qu'il y a des locaux en fait qui appartiennent à l'État, qui sont chauffés, qui sont dispo. Donc, ils se sont dit bon en fait, on ouvre les portes de notre école, sauf qu'ils n'ont pas forcément le droit. Je trouve cette histoire, tu vois, profondément humaine et hyper intéressante. Donc, j'avais dormi la première fois avec des familles dans une école. Pour Vice ou pour... Pour Vice. Ok. Et là, je me suis dit, mais pareil, personne n'en parle de ça encore. Et ça existe encore. Ouais. Et tu as énormément d'enfants sans abri dans la métropole de Lyon, évidemment, dans toute la France, hein, tu vois. Mais ça n'a pas changé, tu vois, d'un iota. Donc, je me suis dit, bah, j'y retourne. Je fais ça avec une autre famille. Donc là, je suis tombée sur Rose Marline et Rosa Horry, qui, du coup, étaient à la rue depuis un mois quand je les ai rencontrés et qui, du coup, étaient hébergés dans une école. Et c'était la première fois où je me filmais dans une incarnation totale. Donc c'était aussi un peu une première. C'est-à-dire que en tant que journaliste, on t'apprend plutôt à ne pas te montrer, tu vois, à ce que tu sois là pour montrer les gens, mais t'es pas là pour te montrer toi. Oui. On nous dit, attention, c'est l'ombriste, tu vois, c'est ça. Sauf que du coup, YouTube, on est beaucoup plus là-dedans. Et je sais que je me suis filmée un tout petit peu. Et Charles, je lui montre mes vidéos, tu vois, pour avoir son avis. Il m'a dit, mais t'aurais dû filmer plus, etc. Ça, c'est bien, mais on le voit pas assez, etc. Donc, c'était un peu le côté tout premier reportage où j'appréhendais en plus pour la première fois mon matériel vidéo. Ouais. Plus le côté incarnation. Mais après, à la fin, j'en suis contente. Elles sont hyper touchantes. Je trouve que j'arrive à dire ce que j'ai envie de dire, tu vois. C'est juste que il y avait le côté technique plus appréhension de comment je prends ce statut de youtubeuse et en même temps garder le statut de journaliste. C'est vraiment un juste milieu qui est très difficile, tu vois, à obtenir et où je m'interroge encore dessus, tu vois. Ouais, carrément. J'ai plein de questions sur cette partie, Ok. mais revenons au tout début. Tu as fait une différence entre enquête et reportage. Quelle est cette différence? Une enquête, en fait,
elle va beaucoup se baser sur le avant, le terrain. OK. Le reportage, en fait, tu peux vraiment décider de dire: «Toute ma vidéo, elle est uniquement basée sur le moment où je prends ma caméra et je vais sur le terrain». Le reportage, c'est le terrain. OK. Tu peux avoir du reportage Dans une dans enquête. dans une enquête, OK. évidemment. Mais l'enquête, disons que l'idée, c'est de creuser quelque chose. J'aime pas ce terme, mais un peu révéler quelque chose. Alors que le reportage, en fait, là, tu vois, sur la petite fille, je révèle rien, tu vois? Je suis pas sur un truc Découverte de profonde. découverte, d'enquête, d'investigation en tant que telle, tu vois? Juste, je veux mettre, tu vois, sur le devant de la scène, un sujet, je vais sur place, je filme. Une enquête, ça va plutôt être: «OK, ça existe, mais j'ai besoin de fouiller, j'ai besoin de révéler certaines choses, de trouver de la documentation, d'obtenir, des témoignages de gens sur des sujets qui sont pas faciles». Je comprends que c'est pas forcément, évident de voir la nuance, mais la nuance, en fait, elle est vraiment claire quand tu travailles dessus. Parce que l'investigation, le plus gros de ton travail et pourtant ça prend énormément de temps le terrain, c'est le avant. Parce que, il faut absolument que, tu aies le plus d'informations possible Ouais. avant de partir sur le terrain. S'il y en a, tu es pas obligé pareil de faire une enquête, avec du terrain. Tu peux complètement OK. faire, une enquête 100 tu vois, à distance. Avec Charles, on a pu faire, tu vois, une enquête sur Assurpêche. Il y avait plein de choses où en fait, Mmh. bah, c'était à distance, tu vois, avec, tu peux utiliser maintenant beaucoup d'outils en ligne, tu vois? Où tu suis par exemple, des déplacements, tu vois, de navires, Ouais. tu vois? Avec, des géologues, avec, les satellites et cetera. Donc ouais, la différence, c'est finalement assez le terrain et Mmh. le travail qu'il y a en amont. Ouais. Il y a autre chose sur cette vidéo qui m'avait marquée dans une de tes interviews, tu disais: «Je savais que ça ferait pas de vues, Mmh. mais c'était important de le traiter». Est-ce que c'est ça finalement aussi le travail du journaliste? De choisir des sujets à un moment qui peut-être vont pas être les plus sensationnels, Mmh. comparé à un créateur qui va, bah, peut-être, forcément chercher, des vues et chercher à être de plus en plus connu. Le travail journalistique de choisir des sujets qui doivent être, Bien sûr. abordés et qui le sont pas assez? Je pense qu'on n'a pas forcément tous la même vision du journalisme. En tout cas, moi, c'est ce que je porte. Évidemment, le «j'ai dormi avec une petite fille SDF dans son école», VS, «j'ai acheté de la viande de singe», il y en a un qui, va forcément plus intriguer les gens. Les gens vont dire: «Ah ouais, waouh, machin» et cetera. Pour autant, j'ai pas envie de partir, désolée du terme, sur des sujets putassiers à chaque fois. C'est par exemple, j'ai travaillé pour Vice, qui est un média qui a été énormément critiqué pour ses sujets putassiers et c'est un truc dont je suis fière, tu vois, de mon passage chez Vice, c'est que, en gros, à ma hauteur évidemment, j'ai un petit peu plus, rendu sérieux le média, Ouais. en amenant, des sujets d'investigation et cetera. Non pas que ça n'arrivait pas avant, mais c'était plutôt, par exemple, des traductions et cetera. Il y avait beaucoup de sujets très fun, très sympas, mais pas forcément des sujets qui se prenaient vraiment sérieux. Ouais. Et du coup, j'essaye d'avoir un petit peu, ce juste milieu entre on est sur YouTube, on peut s'amuser et en même temps, bah, en fait, j'ai envie de profiter du fait d'avoir une chaîne YouTube pour mettre en avant des sujets et des causes, il faut le dire, tu vois, moi, qui m'importent. Donc évidemment, une petite fille noire, dont la maman n'a pas les papiers français, c'est, forcément, ça va m'intéresser les gens. Mmh. Forcément, tu vas avoir des commentaires, de fachos, mais ça parle, en fait, d'une réalité, tu vois, qui est importante, et qu'il faut, raconter. Donc j'essaye toujours de me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire à travers ma chaîne?» Et tant pis s'il y a certaines vidéos où ça fonctionne moins bien. J'ai pas envie d'être dictée par les vues et en même temps, les vues, tu es obligé d'en faire pour pouvoir en vivre. Bien sûr. Ouais, tu as Mmh. un vrai enjeu entre les 2 et tu as parlé aussi d'enjeu, bah, de l'incarnation. Mmh. Forcément, tu as le jeu de YouTube et en même temps le jeu de journaliste, ce que tu as appris et finalement ce qui est de plus en plus demandé, mais même finalement dans le journalisme et dans les médias aujourd'hui, il y a de plus en plus de sujets qui sont incarnés Mmh. parce que c'est ce qui marche sur les réseaux, c'est ce qui marche sur YouTube. C'est pas facile de passer à la caméra, Super dur. de penser à Super dur. filmer, Ouais, c'est super dur. Je sais qu'il y a des gens où c'est beaucoup plus simple et beaucoup bien intuitif pour eux de se filmer. Ouais. Hem, Moi, en fait, c'est marrant parce que j'avais l'habitude d'être filmée, tu vois? En gros, j'avais déjà fait de l'incarnation pour les médias. Ouais. J'ai, enfin, plein de fois, en fait, fait des directs pour la télé, devant la caméra et cetera avec mon petit micro et pour autant, ce truc de tu retournes la cam, tu te filmes un peu en mode selfie, c'est un truc où j'avais pas l'habitude de le faire. Naturel. C'est pas naturel. Tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire?» Parce que autant je savais que j'allais faire du studio, où j'allais faire de la recontextualisation, Ouais. autant, en fait, des fois, j'avais cette impression de me dire: «Je parle pour rien dire».
Mais vraiment. Et c'est toujours ce que je me dis. Mais en fait, ce qu'il faut raconter et ce que je raconte quand je suis vraiment en incarnation sur le terrain, c'est ce que je ressens et ce Ouais. que je suis en train de voir. Et du coup, c'est des choses qu'on t'a pas appris à faire en tant que journaliste parce qu'on a appris à toi être remplaçable, à être effacé complètement, tu vois. Après, te déshumaniser, il faut dire ce qu'il y a. Et tu te dis: «Mais en fait, c'est pas intéressant. Les gens, ils s'en foutent de ce que moi je ressens. Ils s'en foutent de ce que je suis en train de voir, de sentir, de ressentir et cetera». Alors qu'en fait, depuis que je le fais et plus je le fais, plus je me rends compte que c'est ce que les gens aiment et qu'il y a beaucoup de commentaires, qui font référence à des moments où, j'ai réagi, tu vois? Alors que pour moi, en fait, forcément, ce qui compte le plus pour moi dans mon reportage, c'est pas moi, c'est pas ma petite Bien sûr. personne, c'est les autres. Mais en fait, je me rends compte que, pour en fait mettre en avant un sujet, il faut toi-même que tu en fasses partie. Ouais, mais c'est clair, il y a une forte identification. C'est-à-dire que quand on te voit, tu ta vidéo du Japon qui doit être dans une de ces cartes, mais quand on te voit, finalement être pas bien dans l'interview, je pense que ça fait pas le même effet. Effectivement, on aurait vu l'interview sans toi. Oui, on aurait été, il y aurait eu de l'émotion et cetera. Mais en plus de te voir là-dessus, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai que si j'étais en face de lui là, ça serait terrible, j'aurais pas tenu comme elle a pu tenir» ou des choses comme ça. Et ça permet vraiment de faire le lien d'émotion et parce qu'on se projette finalement en toi, on se dit: «Ah ouais, j'aurais pu être à côté de cette petite fille et dormir avec elle». Et ouais, le quotidien, il est pas facile et ça permet vraiment de je pense que la projection, elle est plus simple quand tu Ouais. vois quelqu'un à l'écran, que finalement une info assez froide. Bon, bah, super, elle dort dans l'école. Tu es là: «Bon, bah, OK, ouais, c'est dur», mais le fait de le voir et de l'incarner, de passer la nuit avec et cetera, tu as vraiment un truc de: «Ah oui, ça fait prendre conscience». Il y a un vrai Carrément. truc, mais je pense, c'est un vrai challenge Ouais. à faire et surtout quand, finalement tu pas commencé comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui commencent à se mettre en avant, que ça soit sur, TikTok, Instagram et cetera. Je pense même les nouvelles générations sont beaucoup plus habituées à prendre le téléphone en selfie et peut-être prendre une caméra même. Je pense que c'est aussi différent. Le téléphone, on est peut-être habitué que la caméra, même d'un point de vue technique, c'est galère, non, C'est hyper galère parce qu'en gros, ça pèse lourd, tu vois? Ça pèse lourd et il faut, la retourner, tu vois? Il y a un truc où, faut avoir de la poigne, en fait, tu vois? Parce que Charles, je le vois sans cesse faire ça et le moment où j'ai commencé à moi-même le faire, je me suis dit: «Putain, c'est dangereux. enfin, disons que, au-delà de dangereux, tu vois, il faut vraiment la tenir comme ça pour que tu sois suffisamment éloigné et tout». Par exemple, le Japon, ça m'a fait trop rire parce que quand j'ai vu les roches, je me suis dit: «Punaise, tu aurais dû te tenir plus loin». Après, mon objectif est pas parfait, tu vois? Parce qu'il est très bien pour, du tournage, classique et cetera, mais dès que je retourne, en fait, on est tout de suite un peu trop proche de mon visage, tu vois? Je me suis dit: «Putain, Justine, éloigne un peu» et en même temps, je crois que j'étais au maximum de la taille de mon bras qui est évidemment pas immense, tu vois? Mais ouais, il y a un aspect, technique qui est pas simple et puis, en fait, en gros, c'est vraiment bizarre parce qu'on a appris à faire de l'incarnation, on a appris à passer devant la caméra, Ouais. mais on n'a pas appris à se montrer, tu vois? Et à montrer, tu vois, nos fragilités, et montrer ce qu'on ressent. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment je trouve que moi, c'est ça qui m'a perturbée où je me suis dit: «Mais c'est pas intéressant». Vraiment, à chaque fois, je me disais: «Pour moi, en tant que journaliste, chaque chose que je vais raconter, il faut qu'il y ait une info, il faut qu'il y ait un fait» et du coup, à chaque fois, je me disais: «Mais on s'en fout, Justine, de ce que tu vas dire là, en fait». Et en fait, bah, si, ça permet, en fait, d'accompagner le récit et ça permet aussi, je pense, de, rendre le journaliste plus humain et aujourd'hui, bah, il c'est un métier qui est détesté, hein, des Français. Il y a beaucoup, beaucoup, de défiance du public, de gens qui pensent que, tu vois, les journalistes sont corrompus et cetera. Et montrer, en fait, que, bah, non, en fait, on n'est pas, Bolloré, on n'est pas Bernard Arnault et en fait, on est des humains, qui avons, envie profondément de raconter, des histoires. Je pense que ça aide, tu vois, pour que les viewers, ils se disent, «OK, en fait, les journalistes sont pas tous pourris». Ouais, et ça énormément, je le vois, dans les commentaires sur ta chaîne, souvent c'est marrant, un titre toi et Benoît Lecor, Oui. en fait: «Ah vous êtes les journalistes les plus humains qu'on connaît» et tout. Et c'est vrai qu'il y a un vrai truc de finalement aussi de l'impression de vous connaître et tu fais plus facilement confiance à quelqu'un qu'à une institution qui est peut-être paraît plus froide. Sur ça, on a parlé matériel. Tu as quoi comme matériel en tant qu'indépendante là? Bah, je m'équipe au petit à petit, tu vois? Parce que ça coûte cher. Ah bon? Mais, en gros, je filme avec un A7S III OK. qui est, donc un Sony, qui est un boîtier Sony où concrètement, en fait, tous les youtubeurs ont ce boîtier-là, OK. qui est super dans le sens où, c'est compact. Évidemment, ça pèse lourd, hein, mais c'est évidemment beaucoup moins lourd qu'une caméra classique.
Ça filme en 4K, donc c'est vraiment, là, tu peux vraiment t'éclater. Après, maintenant, je me suis aussi équipée d'une petite GoPro pour pouvoir justement, me filmer, tu vois? Avoir mon retour et cetera. Pouvoir, mettre, tu vois, une petite GoPro, dans une voiture, ce genre de choses, où là, j'ai pas besoin de me soucier de mon gros équipement, tu vois? Qui pèse lourd et pareil, ça filme en 4K donc c'est trop bien parce que du coup, ce moyen, en fait, de faire un montage, en fait, qui est hyper propre, en fait, entre mon A7S et la GoPro. Tu vois qu'on change, concrètement, d'appareil, Ouais. mais tu changes pas de qualité, Ouais. donc ça, c'est cool. Et après sinon, bah, je suis évidemment équipée de petits micros-cravates pour le son, tu vois? J'ai, un trépied, tu vois? Et l'objectif, c'est après, au fur et à mesure d'avoir des petites choses, par-ci par-là, mais j'ai déjà pas mal de choses, tu vois? J'avais déjà un drone qui datait d'avant, donc si je peux réutiliser maintenant, que j'ai réutilisé au Japon. Donc pour l'instant, ce qui me manque, c'est presque un sac à dos de matos, tu vois? Parce que là, je fais OK. n'importe quoi, je prends une valise, c'est chiant et cetera. Ouais. Mais au niveau matériel pour filmer, je commence à être pas mal. Trop bien. Mmh. Ça, c'est bien et du coup, tu vas à chaque fois seule sur tes tournages? Ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est pas facile parce qu'effectivement, l'incarnation, je trouve, c'est pas si compliqué quand il y a quelqu'un qui te filme parce que tu te concentres sur ton sujet, tu vas poser des questions. Bon, bah, la personne va filmer le moment où tu es avec la personne et je trouve tu as bah, notamment dans cette vidéo, enfin, tu es là face à une petite fille qui, racontait son histoire, mais elle a aussi un fort enjeu émotionnel avec toi. On le voit qu'elle veut que tu dormes avec toi, il y a Ouais. quelque chose et toi, en même temps, tu dois gérer la technique et en même temps, tu veux vivre le moment parce que tu es aussi là pour partager ce moment avec ces personnes et dire qu'elles sont écoutées, entendues, mais en même temps, il faut le retranscrire derrière. Donc, il y Ouais. a tout une charge là-dessus. C'est un peu dur de penser à tout. Pendant ce tournage, vraiment, quand j'ai monté la vidéo, j'étais très frustrée, visuellement parce que, bah, c'était la première fois que je tournais avec mon A7S, donc il y avait évidemment des choses qui allaient pas. Plus, j'ai pas assez tourné, tu vois? Il y avait plein de choses où je me suis dit: «Punaise, c'est pas ce que je voulais tout à fait», tu vois? C'est pas grave, mais c'est pas ce que je voulais tout à fait. Ce qui fait que maintenant, j'essaie de mieux m'organiser. Par exemple, le Japon, j'ai réfléchi à quoi ça allait ressembler visuellement, tu vois? Et je me suis dit: «OK, au niveau de mon matériel, j'ai besoin de ça et j'ai besoin d'avance de faire un équipement comme ça». Par exemple, le Japon, du coup, il y a une cabine téléphonique, c'est un peu, vraiment, le lieu central du reportage et du coup, tu peux vite être pauvre visuellement, tu vois? Bon, OK, tu le monsieur qui parle dans sa cabine téléphonique, donc comment tu fais? Donc je me suis dit d'avance: «OK, je mettrai une GoPro à l'intérieur et moi je vais, tourner, tu vois, autour, de la cabine». Et là, je me dis: «OK, comme ça, je vais déjà avoir un petit peu, plus de valeur de plan et de richesse». Donc concrètement, moi, j'essaye un petit peu de mieux m'organiser pour, avoir à moins, galérer sur la gestion du tournage, plus de l'interview, mais c'est évidemment difficile de devoir penser à tout, tu vois? Bien sûr et ça me fait penser quand on fait un film ou quand on prévoit une vidéo ou vraiment des grosses productions, on va peut-être des fois demander de refaire typiquement, cabine téléphonique. Mmh. La personne rentre dans la ta cabine téléphonique. Bon, bah, on va le faire deux trois fois Ouais, pour que je filme, ta main qui est avait sur la comment on appelle ça? La le poignée. copier. Ensuite, quand tu décroches le téléphone, ensuite le moment en plan large quand tu arrives et cetera. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais, de demander aux personnes de refaire leur action? Ou est-ce que du coup, bah, il y a un truc, journalistique où tu es dans le reportage et enfin, tu ne fais pas parce que Bah, je trouve que tu es obligé d'emprunter parfois certains codes, de la fiction ouais, pour, que justement ça marche retranscrire, ouais. sur, le réel. Donc typiquement pour la cabine téléphonique, étant donné que j'ai pas plusieurs caméras, il me fallait plusieurs axes, tu vois, d'entrée. Ouais. Il y a un moment, en fait, je lui ai fait faire, son coup de téléphone. Après, on a fait une petite interview posée et tout. Je lui ai laissé le temps de se remettre. Moi, je faisais mes plans par-ci par-là et après je lui ai dit: «Est-ce que vous pouvez rentrer une fois et vous restez dedans?» Comme ça me permettait d'avoir, vraiment une prise, beaucoup plus loin, tu vois, que ce que j'avais eu, jusqu'à maintenant. J'essaye, au maximum de juste prendre le réel, mais si je sens qu'en gros, je vais vraiment être limitée, là, je le fais, tu vois? Mais par exemple, dans ce tournage, c'est le seul moment où je lui ai demandé de refaire un truc. Sinon, bah, je l'ai pas, tant pis pour moi, quoi. Ouais, Mmh. mais ça, je trouve que c'est la vraie difficulté finalement dans retranscrire le réel. Ouais. Tu peux pas, demander de refaire 4 fois, enfin, c'est pas des acteurs, les gens, ils sont là Non. pour te partager leur réel. Repleurer, s'il vous plaît, peut-être. S'il vous plaît, un petit peu d'émotion, ce C'est sera ça. super pour la fin. Non, tu as un vrai enjeu là-dessus, Ouais, c'est toujours super dur. pas facile, ouais, Mmh. clairement. Est-ce que tu vois autre chose à sur cette vidéo? Écoute, je pense que, on a fait le tour. Pas mal. Est-ce que tu veux piocher notre carte? Vas-y, hop. Ah! Les gilets jaunes et là, d'après un de mes anciens, duplex quand j'étais toute jeune. Ouais. Oui, sur ta petite chaîne YouTube, 2e, je Ouais, je mettais.
où je mettais mes duplex, etc. Ça, c'est plus donc ton côté média traditionnel finalement, parce que là, bon, j'ai pris les gilets jaunes parce qu'il fallait trouver un sujet. Mais comment ça se passe pour trouver des idées, trouver un sujet, un angle dans ce type de rédaction? Bah, c'est pas toi qui trouves, hein. En fait, en gros, quand tu travailles vraiment sur ce qu'on appelle le news, donc tu vois les JT, Ouais. en fait, ça vient à toi. Il y a l'actu qui te tombe dessus et du coup, bah, on dit, bah, tu vas là-bas et tu vas faire ton direct sur ce qui est en train de se passer, ainsi de suite. C'est hyper rare finalement, quand tu travailles sur de l'actualité chaude d'avoir ton mot à dire sur l'angle et cetera, puisque ton angle, en fait, techniquement, c'est juste l'actualité. Donc ça a pu m'arriver, tu vois, de faire quelques sujets. Moi, je me souviens que j'avais fait un sujet sur l'urbex. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, j'en étais contente, tu vois, sur le Ouais. côté, ah oui, c'est un peu illégal, etc. Mais sinon, c'est parce qu'il y avait pas d'actu chaude du tout. Ok. Mais le reste, en fait, vraiment, tu n'as pas ton mot à dire. Juste, tu fais l'actu et puis basta, quoi. C'est ce qu'on appelle les Ok. petits soldats de l'information, hein, tu vois. Mais c'est aussi ça qui faisait que je m'éclatais pas des masses. Ouais. C'est vraiment un truc. Et t'as pas de le matin la rédaction sur le genre, mais c'est plus sur les actus, ça. Bah, alors la rédaction, tu vois, quand tu es sur un gros groupe comme France Télévisions, tu vas même pas à la conférence de rédaction, en fait. C'est tes chefs de service qui vont y aller et qui ensuite distribuent les sujets. Donc vraiment, sinon, il faut que tu sois à Télématin parce qu'il y a très peu de gens, etc. On va dire les chaînes d'infos en continu, des fois, tu as les confs de rédac, mais souvent, en fait, c'est juste ton chef qui te dit, OK, aujourd'hui, tu travailles là-dessus. Ok. Mm. Facile. Ouais, facile ou pas, tu Frustrant. vois, ouais, frustrant. En tout cas, je comprends qu'il y a des gens Est où ce soit cool pour eux. Pour moi, c'était un peu de la frustration parce que j'avais pas envie de me cantonner juste à faire presque de la dépêche AFP, tu vois. AFP, c'est l'agence France Presse. Mhm. Et en gros, c'est la plus grosse agence de presse au monde, hein. Et en gros, très souvent, ce qui se passe, c'est que tous les gros médias sont abonnés à l'AFP. Ok. Et par exemple, quand tu reçois un push, une notification sur ton portable de tiens, il s'est passé ça dans le monde, bah souvent, c'est qu'en fait, c'est l'AFP qui a envoyé eux-mêmes, tu vois, une notification à tous leurs abonnés pour dire, je sais pas, Martin Parr est mort, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment la source principale d'information finalement des médias. C'est les journalistes qui travaillent pour les journalistes. Et du coup, quand toi-même, tu vas faire, je sais pas, une chronique pour dire il s'est passé ça, tu as beaucoup de basé sur ce que l'AFP a fait. Ouais, d'où des fois les ressemblances de beaucoup de sujets dans des rédacs. Ouais. Ok. Oui, effectivement, je pense que c'est hyper pratique pour certaines personnes qui, bah, il y a un cadre. Tu vas me parler des Oui. Gilets jaunes, tu vas me parler de ça, et il y a pas de. C'est plus le moment du reportage, finalement, la valeur ajoutée du journaliste à ce moment-là. Alors que toi, j'ai l'impression que tu as quand même envie de réfléchir vachement au sujet que tu as envie de traiter et d'aller chercher finalement les petites. Bah, j'ai pas envie de faire la même Petites chose infos. que tout le monde, tu vois. Ouais. En tout cas, j'ai envie de m'amuser, tu vois. J'ai envie de me dire, OK, qu'est-ce qui a pas encore été fait? Tu vois, Ouais. c'est plutôt ça. Qu'est-ce que. Je comprends. Go pour les prochaines? Yes. Alors, tac. Albert Londres, Faux homonies derrière la rose de TikTok. Prochain sujet alors. Ouais, l'un de mes prochains sujets. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la bourse Albert Londres cette année pour du coup un projet d'enquête qui est ça, du coup, Follow the Money. Est-ce que tu peux redire ce que c'est, justement, le prix? Albert Londres. Ouais. Albert Londres, alors, c'est un peu le Graal des journalistes. En Ok. gros, c'est un peu, ouais, j'aime pas dire ça, mais le prix Nobel des journalistes, on va dire. Ok. La classe. Donc, en gros, tu as 3 prix, audiovisuel, livre et presse écrite. Et ils ont lancé depuis l'année dernière une bourse qui permet du coup de financer un projet en amont. Parce que les prix, c'est pour Ok. récompenser quelque chose qui a été fait. Et du coup, en gros, là, cette année, c'était en partenariat avec YouTube. Je me suis dit, Trop. bon, bingo, tu vois. Et on était une centaine à participer. J'ai eu la chance, du coup, de remporter cette bourse-là sur un projet d'enquête sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent via les lives TikTok. Donc, sujet très fun. Mais en gros, concrètement, tu as des lives TikTok sans arrêt. Tu peux faire transiter de l'argent via les lives TikTok. Et il y a évidemment de l'argent très sale qui, du coup, transite sur les lives TikTok. Et l'idée, c'est de faire une enquête là-dessus. Ok, trop bien. Si on reprend, qui peut participer à ce prix? N'importe qui? En gros, normalement, ça dépend un petit peu de tous les ans qui est le partenaire. C'est-à-dire que l'année précédente, c'était France Info. Donc, il fallait juste proposer un sujet qui, de base, avait une ambition d'être sur le web. Ok. Et en gros, cette année, il y avait un autre enjeu où il fallait avoir une chaîne YouTube.
pas de nécessité d'avoir des abonnés ou quoi que ce soit, mais il fallait juste avoir une chaîne YouTube. OK. Donc, pas besoin d'être journaliste non plus. Les créateurs de OK. contenu, il y a plein de créateurs de contenu qui, par exemple, ont participé à ce prix. Mais du coup, je sais pas si c'est parce que, voilà, de base, c'est Albert Londres, donc en fait, ils se sont dit: «Tiens, il y a une journaliste, on va récompenser la journaliste». Mais en gros, ça fonctionne un petit peu, comme ça. Tu avais pas d'autre impératif que, OK, vous avez une chaîne YouTube et techniquement, ce que vous proposez, ça devrait être sur votre chaîne. Et donc c'est un sujet, t'écris un dossier? En gros, fallait écrire, je crois, 2 pages de dossier, tu vois, sur, ta proposition. 2 Ça pouvait pages? être, OK. ce que tu voulais. Le dossier était super long Ah, et tu m'as dit enfin, 2 pages? ouais, mais enfin, en gros, tu avais, 2 pages, enfin, ça fait beaucoup, tu vois, en termes de signes. Je sais plus combien de signes il fallait écrire, mais tu avais ça, plus, répondre à des questions-réponses au niveau des notes OK. d'intention, de production et Ah cetera. oui, donc quand même complet. De souvenirs, il y avait quand même, 2-3 pages, tu vois? Ce qui est long sur quelque chose que tu as pas encore fait. Tu vois ce que je veux dire? OK, oui. Oui, oui, effectivement. Et puis, une nouvelle fois, quand tu participes à des bourses, des concours et cetera, c'est beaucoup de temps, pris pour, Peut-être. un truc qui a plus de chances de pas marcher que de marcher, tu vois? Oui, finalement, quand tu es 1 sur 100, mais au Ouais. final, Oui. ça a marché. Moi, j'ai eu de la chance, ouais. Et ça de la chance ou du talent, faut pas dire ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, en vrai, Albert Londres, c'est une institution dans le journalisme, Ouais. donc c'est hyper gratifiant dans le sens où ça montre qu'il commence, en fait, à y avoir un pont, en fait, Mmh. entre YouTube et le journalisme et que c'est beaucoup moins mal vu, tu vois, d'être sur les réseaux sociaux en tant que journaliste. Et ça, vraiment, c'est un gros step, tu vois, Ouais. dans le sens où c'est très compliqué d'avoir ta carte de presse aujourd'hui si, par exemple, tu es juste journaliste sur YouTube. C'est vraiment, le parcours du combattant. Donc de savoir une institution comme Albert Londres, qui est très prestigieuse, qui est aussi assez ancienne, se dise: «OK, on va récompenser des gens pour leur travail sur YouTube». Ils ont pas besoin d'être sur un média traditionnel. C'est, une très bonne nouvelle pour, nous autres créateurs de contenu, tu vois, info. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et est-ce que ça t'apporte un point de vue financier aussi? Ou c'est quoi le prix? Enfin, effectivement, Ouais, tu as bien reçu sûr. de la reconnaissance, de fou et c'est trop chouette. J'imagine que ça t'ouvre aussi des portes, des gens qui s'intéressent à toi et qui connaissaient pas ton travail, donc ça, c'est trop chouette. Et concrètement, pour réaliser ta vidéo, est-ce qu'ils la financent? Alors, ils financent pas toute la vidéo, mais de souvenir, c'était 8 000 € brut, donc j'ai touché, 6 300 €, un truc comme ça, qui moi va me permettre de, embaucher un autre journaliste pour m'aider sur cette enquête. Ça va OK. être compliqué, de faire ça toute seule parce qu'il y a évidemment beaucoup de travail, même sur, tu vois, les flux financiers et cetera, qui sont pas, tu vois, par exemple, mes domaines de spécialité en tant qu'enquêtrice. Et puis même, en fait, c'est un sujet qui est vraiment tellement, gros et sensible que Ouais. toute seule, ça va être compliqué, de le réaliser. Je pense que ça va me coûter plus cher que ce qu'eux m'ont donné, mais dans tous les cas, voilà, je vais jamais cracher sur un financement, tu vois, pour une vidéo. Donc c'est une super chose, tu vois? Trop bien. Et comment tu t'es dit: «Tiens, les lives TikTok, c'est sûr, il y a de l'argent qui transite là-dedans et j'ai envie d'en savoir plus»? Je suis pas sûre que j'ai réfléchi comme ça au départ. Je crois que je lisais, en fait, un rapport de TikTok, tu vois, annuel. OK. Et je suis tombée sur une toute petite phrase qui m'a fait un peu fatiguer sur, le fait que, ils étaient au courant qu'il y avait un problème, au niveau des lives et au niveau, tu vois, de l'argent, en transit. Du coup, vraiment, la phrase était très douteuse, tu vois? Et c'était vraiment parmi, tu vois, je sais pas, 70 pages. Heu et j'ai commencé à chercher, j'ai vu que, tu vois, tu avais eu, des personnes qui avaient été, arrêtées en Turquie pour financement de terrorisme via des lives TikTok. OK. J'ai vu que tu avais, un État, l'Utah, aux États-Unis qui avait porté plainte contre TikTok pour les mêmes raisons. Et là, je me suis dit: «Mais attends, personne n'en a jamais parlé». Je me mets à chercher, tu vois? C'est hyper important Bien aussi de sûr. regarder, ce qu'ont fait, tu vois, tes confrères, tes consoeurs journalistes. Personne n'a rien fait dessus, même à l'étranger. Je me suis dit: «OK», tu vérifies si le sujet existe, tu commences à creuser, tu vois? Parce qu'évidemment, tu peux pas juste dire: «Au fait, ça existe et je vais faire un sujet dessus». Il faut que tu aies des pistes, des billes et cetera. Et puis voilà. Ah ouais, trop chouette. Et il y a un truc qui m'intrigue quand même. À quel moment tu t'es dit: «Je vais lire les 70 pages du rapport TikTok»? Alors moi, je fais un peu, tu sais, des lectures cursives où en gros, tu vas lire, en fait, certains mots-clés et cetera. Tu vois, c'est des trucs que tu apprends des fois quand tu es étudiant. En OK. gros, moi, j'avais appris à faire de la lecture rapide, tu vois? Je te conseille, tu vois, tu tapes, lecture rapide bouquin, et ça t'apprend Ouais. à faire vraiment, souvent ce que tu fais, c'est tu repères, les mots principaux des phrases, tu vois? En gros, tu lis le début, le milieu, la fin.
Et c'est vrai que tu lis beaucoup plus vite. Et avant l'ère de l'IA, tu vois, typiquement, bah, ça, c'était trop bien pour, quand tu cherchais un truc, tu vois, pile poil dans un dossier au-delà du contrôle F. Donc en gros, je sais plus vraiment comment je me suis retrouvée devant ce document-là ou pourquoi, mais je me suis retrouvée dedans et je trouvais ça intéressant, tu vois? En fait, je pense que c'est aussi ce côté-là, il faut garder la curiosité, tu vois, au Ouais, quotidien en de tant que tout au journaliste, final. où tu vois un truc et tu te dis: «Bah, typiquement ça il va peut-être y avoir un point qui va m'intéresser où je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose», tu vois? OK. Mais il faut regarder. Ouais, ouais, clairement. Bah, oui, 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 faut finalement, ouais, passer énormément de temps à la recherche, de finalement, des fois rien, juste de la curiosité de: «Ah bah, TikTok, effectivement, c'est intéressant, il Ouais. y a plein de gens qui l'utilisent et ils ont fait un rapport, ça peut être cool». Donc OK, trop chouette et trop bien de voir, non, mais c'est vrai, c'est chouette parce que finalement, des fois, tu te dis: «Ah ouais, bah, c'est sûr, tu l'impression que c'est par l'opération du Saint-Esprit», tu vois? Je trouve que c'est trop cool Ouais, comme non. sujet. Je Mmh. connaissais pas du tout et je me dis: «Ah ouais, j'ai jamais réfléchi à ça» et c'est vrai que maintenant que tu le dis, tout le monde peut envoyer de l'argent et ça vient de TikTok. Enfin, Ouais. il y a une vraie, Bah, du coup, c'est facile après de le blanchir ouais, il y a et tu peux le faire transiter d'un pays à un autre, et je trouve ça fou, je trouve ça trop cool comme sujet. J'ai trop trop cool. hâte, est-ce que ça tu sais quand est-ce que tu veux le Je sortir? pense Pas que du ça va me tout? prendre énormément de temps, Ouais. donc 2026 pour sûr, tu vois? Mais j'attends de voir comment ça va avancer, tu vois? Tout le monde me demande quand est-ce que ça va sortir. Je veux faire un truc béton parce que, justement, j'ai eu la chance d'être soutenue par Albert Londres là-dessus. Donc je préfère, tu vois, que ça sorte à la limite dans 1 an, mais que ce soit nickel, plutôt qu'il y ait des choses où je peux me dire: «Ah oui, là j'aurais pu un peu plus creuser» ou «Là ça aurait pu être mieux monté», tu vois? J'ai vraiment envie que Ouais. ça fasse partie de mes grosses enquêtes, tu vois, Ouais, de ma carrière en tant que telle, tu vois? ouais, clairement. C'est beau, tu des gros challenges là, oh là Ouais, là. un peu. OK, donc si ça dure 1 an, tu prends combien d'enquêtes en même temps? Tu te dis: «Ah, à partir de quand tu» parce que les C'est le problème. En pas fait, facile. du fait que là, je me retrouve un peu seule face à moi-même, il va falloir que je me canalise, vraiment. C'est-à-dire que des idées, j'en ai. En vrai, s'il y a un truc où j'ai un peu confiance en moi et c'est extrêmement rare, c'est mes idées, tu vois? Ouais. En gros, j'ai un carnet où j'ai, je sais pas, je crois que j'ai des idées sur 3 ans, tu vois, pour ma chaîne YouTube. Ah oui. J'ai vraiment plein d'idées OK, et ça, c'est trop bien. cool, tu vois? Mais il faut les exécuter et c'est compliqué de te dire: «OK, je vais commencer par ça plutôt que ça». Mais ça se trouve, celui-là, en fait, va me prendre plus de temps, où je vais galérer beaucoup plus. Donc, est-ce que, vu que je suis dans une optique un peu plus d'expansion, je fais les choses plus simples, mais c'est peut-être pas forcément ce que moi j'ai envie de valoriser. Enfin, tu vois, c'est des choix et il va vraiment falloir que je m'organise en tant que telle. Ce qui est, pour l'instant, alors c'est pas un défaut parce que je suis organisée, parce que je sais que je suis désorganisée, mais je pense que je peux faire bien mieux, tu vois? Surtout au niveau de mes idées et de, combien je fais de sujets en même temps. Parce que là, par exemple, j'en fais, 4-5 en même temps et je trouve que ça va pas trop, quoi. C'est beaucoup. Ouais, c'est La beaucoup. gymnastique d'esprit, elle est folle et est-ce qu'il y a des sujets, du coup, plus simples que d'autres, tu as dit? Ouais, bah, par Quand exemple, il y a moins d'enquêtes, c'est quand il y a moins de bah, déjà, c'est quand c'est pas une enquête. ouais. Il y a Parce qu'une enquête, évidemment, je sais pas, ça me triple ou quadruple, le temps de travail. Par rapport à un reportage, sauf si un reportage, ça va être un témoignage qui est extrêmement dur à obtenir, où ça va nécessiter du temps à aller sur le terrain, à essayer de tu vois, de construire une relation de confiance avec les gens. Là, du coup, oui, c'est galère, mais sinon un reportage, c'est éminemment plus simple, en fait. Tu contactes les gens, ils ouais. sont plutôt d'accord, tu vois? Tu vas sur le terrain, 1, 2, 3 journées et après, tu pars en montage, tu vois? Donc évidemment, ça prend du temps et c'est pas simple pour autant. Mais comparé à une enquête, rien à voir. Ouais, ouais, oui, Merci, forcément, tant OK. qu'on est, bah, plutôt sur l'indépendance. J'ai aussi que le CNC Talent. Mmh. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est une bourse qui est donc réservée, cette fois-ci, à un certain nombre d'abonnés sur YouTube, des Ouais, des c'est en créateurs. gros, il faut que tu aies minimum 10 000 abonnés OK. et après tu peux proposer en fait, je crois qu'il y a 4 sessions par an Ouais. où, tu envoies un dossier qui pour le coup est extrêmement long à faire, plus une vidéo. Au CNC, donc le Centre national du cinéma, qui a décidé du coup enfin, ils ont plusieurs aides. Ils ont décidé, de, proposer une aide, aux créateurs sur le web. Donc c'est, vraiment une grande source de soutien pour beaucoup de créateurs, hein. Je pense qu'il y a plein de Ouais. petits créateurs, s'il n'y avait pas le CNC, ce serait très compliqué. Et en gros, tu peux, leur proposer régulièrement, tu vois, un dossier où tu leur proposes soit ce qu'on appelle un unitaire, donc juste une vidéo unique, soit tu peux proposer une série, soit tu peux proposer ce qu'on appelle une aide à la chaîne. Mais là, dans ce cas-là, il faut que tu aies 50 000 abonnés, je crois. OK. Et dans ce cas-là, tu peux prétendre aussi à plus. Mais pour, l'aide vraiment, classique à partir de 10 000 abonnés,
tu demandes ce que tu veux, donc ça va de 1 euro à maximum 30 000 euros. OK. Mais le deal, c'est que tu dois dépenser le double. Donc si par exemple tu demandes 30 000, il faut que tu prouves que tu as dépensé 60 000 euros pour les OK. sortir, quoi. Donc moi j'ai fait une première demande, j'ai eu ce qu'on appelle une aide au pilote. Donc OK. en gros, j'ai eu 5 000 euros. Je proposais justement une série d'enquêtes, etc. Le souci, c'est qu'on est énormément, maintenant, créateurs de contenu à demander une aide du CNC. Le CNC, c'est compliqué parce que tu peux candidater en tant que journaliste et créateur de contenu, mais ça reste le CNC, donc le Centre national du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut un enjeu aussi presque artistique par moment, Ouais. ce qu'on n'a pas forcément en tant que journaliste, tu vois. Donc il y a ce truc où il faut réfléchir, c'est très conceptuel, tu vois, où il faut avoir cette note d'intention Ouais, réalisatrice. très réel, tu vois, avec le côté, je sais pas moi, est-ce que c'est illustré? Est-ce que je filme que à l'iPhone et du coup c'est parce que c'est à l'iPhone que ça veut dire Ouais, la que, tu vois? proximité, Voilà. le Et lien. là, t'as un peu l'impression de retourner, tu vois, sur tes dossiers d'études où il fallait trouver une intention à des choses que tu fais peut-être des fois naturellement et tu sais pas forcément comment Ouais. l'expliciter, quoi. Justifier, les choses, mais finalement, ce qui te permet aussi de bien réfléchir à ton sujet Oui, et d'être carrément. préparé à fond, quand tu arrives sur, justement comment tu t'imagines tes plans et cetera. OK, il Hop, t'en reste 4. yes. La poudre aux yeux, oh trop mignon, la mini version de mon livre. Ouais, je voulais mettre un livre, enfin ton livre d'ailleurs, Mmh mh. parce que, bah, souvent dans tes interviews, on parle de tes vidéos et cetera, Oui. mais tu as quand même écrit un livre, Ouais. ce qui est pas le cas de tout le monde et je trouve ça trop chouette et du coup, je veux bien que tu me donnes un petit peu le contexte parce que j'en ai beaucoup moins entendu parler. Comment tu es arrivée à C'est parce que travailler ça sur ce sujet? remonte un peu plus, je pense. Ouais. Mais à l'époque, on en a parlé. C'est sorti en 2022. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Vice, mes articles marchaient très, très bien. Et il y a 3 maisons d'édition qui m'ont contactée, qui m'ont dit, «Bah, on adore ce que tu fais, feu vert, propose-nous un truc, et on l'éditera». Donc ça a jamais, Pas ouais, de sujet précis ni pas de rien? sujet précis. Ça Alors brille? il y a une autre maison qui m'a proposé d'écrire, vraiment un livre à partir d'un sujet que j'avais pu faire, en gros: «Est-ce que tu peux faire la version longue?» et cetera. Mais sinon les 3 autres, c'était vraiment excuse-moi, les 3 autres, c'était vraiment, «Propose-nous un truc». OK. Donc c'est cool, hein. Attends, sachant que Vice, on est quand même sur, une DA, plus ou moins sérieuse, des sujets un peu pas de côté et cetera et là, tu nous sors quand même un livre qui n'a rien à voir avec ta DA de Vice. Rien à voir. C'est vrai, mais complètement, tu tout à fait raison, c'est vrai. En gros, je me suis retrouvée un peu face à une immensité, tu vois? Genre quand on m'a dit: «Prends ce que tu veux», Ah oui. et je me suis dit: «Est-ce que je prends un truc sérieux, pas sérieux?» Enfin, je sais pas, c'était hyper perturbant. Et le truc, c'est que, personne n'avait fait de bouquin sur le ministère de l'écologie, dont le surnom est le ministère d'impossible. Et on allait arriver, sur, les 70 ans, du ministère de l'écologie, et où OK. rien ne se passait. Heu et j'avais envie, en fait, de faire un bouquin qui était clairement, tu vois, plutôt pour toi ou moi, où on n'est pas des expertes, de l'écologie et on veut comprendre pourquoi rien ne se fait et rien ne se Ouais. passe. Donc par exemple, le premier chapitre, c'est toi qui es ministre et qui reçois un coup de fil du président et tu dis «oui», et en fait, petit à petit, tu commences à avoir les merdouilles qui s'accumulent où tu comprends. Donc c'est pas du tout un sujet Vice, mais j'ai essayé de reprendre évidemment des codes, tu vois, d'écriture Qui change, où, c'était le moins chiant possible parce que ouais. c'était pas l'objectif. Donc je suis contente d'avoir fait ce livre. Après ça m'a un peu dégoûtée du monde politique en général, OK. parce que j'y ai retrouvé beaucoup de cynisme, tu vois? De la gauche comme de la droite, tu vois? C'est compliqué, je trouve, de travailler sur ces sujets-là, sans, qu'on te tente sans cesse, tu vois, de te bananer, de te raconter n'importe quoi, et pourtant, je suis habituée en tant que journaliste, hein, mais c'est un milieu quand même très vicieux, qui m'a pas mal dégoûtée parce que en plus, à la fin d'un tel bouquin, tu fais le tour de plein de médias, tu vois? Et on te dit toujours: «Mais il y a de l'espoir», et en fait, toi, tu es presque désespéré à la fin du bouquin parce que tu te dis: «Punaise, Non, j'en ai pas trop», tu vois? osez. Et en même temps, bah, tu es obligé de donner d'espoir aux gens, tu vois? Bien sûr. Sinon, à quoi bon? Donc voilà, ce livre-là, la genèse, c'était vraiment, se dire: «Bah, j'ai envie de faire un sujet, en fait, qui va apporter, sa pierre à l'édifice, tu vois, sur quelque chose en tant que tel». Donc je regrette pas, mais je retravaillerai jamais sur le monde politique de cette manière-là, je pense, parce que, c'était
trop fatigant en fait de rencontrer plein de députés, plein de ministres, plein de sénateurs, que des gens en fait qui sont plutôt sur le côté comment je fais pour me faire réélire que les penser à l'après, même dans ceux qui sont vraiment dans les thématiques autour de l'environnement, tu vois. Ouais. Donc c'était très déprimant. Ah mince, qu'il en perd. Ok, et le ministère de l'écologie, c'était un sujet que tu avais déjà traité chez Vice à un moment. C'était un truc que tu savais que ça s'appelait ministère de l'impossible parce que tu t'intéressais à l'actualité et ça t'avait toujours un peu marqué, amusé. Ouais, complètement. Pour le coup, bah, comme plein de gens, je pense que je m'intéresse, tu vois, à l'écologie, à ce qui se passe, etc. Tu vois, il y avait l'histoire des néonicotinoïdes, donc les pesticides tueurs d'abeilles qui venaient d'être réintroduits en France. C'est des actus, évidemment, que je suis. Et en fait, juste en tant que citoyen, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on a signé l'accord de Paris en 2015. Normalement, on est supposé s'engager à certaines choses. Et en fait, je vois que des reculs. Donc, pourquoi on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe en interne? Et c'était un peu mon point de départ où je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de creuser cette chose. Est-ce qu'il n'y a pas des micmacs avec les lobbyistes, etc. Tu vois? Donc, c'est vraiment mon côté enquêtrice qui est repassé, tu vois, par-dessus sur ce sujet-là, quoi. En fait, je trouve ça complètement fou qu'on t'ait laissé carte blanche et qu'on Ouais. t'ait dit ah bah c'est parce que vous avez aimé que ce reste bougeait pas. C'est vrai, Dans la politique. c'est hyper drôle parce que t'es la première à me dire ça, mais c'est hyper vrai. Les gens, ils ont dû s'attendre à un truc un peu what the fuck et tout, improbable. Et en fait, tiens, un sujet sur la politique, ils ont dit, ok, ouais. C'est fou. Mais bon, ils t'ont dit oui, tu vois, mais bon. Elle est trop bien. Elle est trop chouette. Et mais en plus, je m'attendais pas à ce que tu me dises que ça venait de là. Parce que pour moi, je me suis dit, ah, bah, c'est sûrement un sujet qu'elle a traité pour France 2, France 3, etc. Et qu'elle s'est dit, ah, il y a des choses à dire, je vais en faire un livre. Et voilà. Mais j'adore me foutre dans la merde, c'est-à-dire partir sur un sujet où je ne connais rien. Mais c'est toujours été comme ça. Vraiment partir sur un truc où je connais rien. Et pendant un moment, je me dis, putain, mais pourquoi je suis partie là-dedans? Je n'y connais rien. Ça fait des nuits que t'es dessus et tu comprends toujours rien. Si, mais je pouvais pas partir sur un truc plus simple où j'avais déjà des connaissances de base. Mais après, à la fin, t'es content, hein, mais c'est pas facile. C'est ça. Question sur ce livre, ça veut dire que tu l'as écrit. Ensuite, elle a été éditée par une. Ouais, par JC Lattès. Ok. Les livres, ça rapporte rien du tout. Peanut. Enfin, si, t'es payé, évidemment. Ouais. Mais là, tu vois, tu me parlais d'estimer le temps de travail. Je suis incapable de dire. Ouais. Mais c'est... je pense que le ratio horaire, ça doit être 30 centimes, tu vois. Enfin, je pense vraiment, tu vois, sans rire. Ouais. Écrire un livre, tu le fais pas pour l'argent, tu vois. À part être Marc Lévy, c'est très compliqué, tu vois. En fait, ou sinon, il faut vraiment que ça pète à mort. Sachant que, en plus, je suis partie sur un sujet qui était un peu touchy. Mon livre, c'est plutôt bien vendu pour un premier livre, tu vois. Mais en fait, il faut que tu en vendes énormément pour commencer à toucher quelque chose. Parce qu'en plus, dans tous les cas, là, on touche à une autre thématique qui est le monde des auteurs en tant que tel, où les maisons d'édition se font évidemment une énorme marge sur ton dos. En gros, t'as plein d'auteurs qui s'en plaignent, tu vois. Au-delà, d'en plus, tu cotises pas. Enfin, c'est super compliqué. Donc, tu le fais plus pour le plaisir de l'expérience, tu vois, de ce truc, de se dire, ok, j'ai jamais écrit de livre, je suis hyper curieuse de voir comment ça se passe. Moi, j'adore lire, tu vois. Donc, je me suis dit, feu. Et j'ai encore un autre projet de bouquin, tu vois, qui va pas arriver de sitôt aussi parce qu'il y a ce truc où je me dis, c'est énormément de temps, très très peu d'argent. Et aussi, c'est compliqué de trouver ton public parce que les gens lisent de moins en moins. Et en tant que journaliste, ce que tu as envie, c'est quand même que il y ait une résonance, quand même un minimum dans ce que tu fais. Et bah, par exemple, la vidéo, c'est le meilleur vecteur parce que les gens, ils consomment la vidéo super rapidement. Alors que cet acte d'acheter un bouquin qui coûte 17 balles, tu vois, tu rentres après le travail, tu vas lire un sujet qui, des fois, n'est pas hyper fun, tu vois, ou qui peut te déprimer. Je les comprends, tu vois, les gens qui ont moins de temps, moins envie de lire, tu vois, ou juste pas l'argent. Ouais, t'as un vrai sujet là-dessus. Puis le nombre de livres qu'on achète et qu'au final finissent sur l'étagère et je le lirai quand j'aurai le temps et quand j'avais ce temps-là. Donc, non, c'est un bon jeu. Mais après, c'est un travail différent qui permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur. Carrément, que j'imagine, t'as une fierté à le voir édité, à avoir l'objet en soi par rapport à la vidéo qui est finalement très immatérielle. Donc, non, c'est trop chouette. Puis ça apporte une certaine légitimité. T'as été sur des plateaux télé le présenter. On est quand même sur des sujets, du coup, très sérieux qui aussi apportent une touche à fond. Non, trop bien. Bravo. Encore une fois, c'est ça qui est fou, c'est que t'as plein. C'est vrai que je suis un peu improbable. Hein. Trop chouette. Tu peux voir avec toutes ces cartes, il y a tous les... Ma vie journalistique.
Hop, On peut continuer. yes. Alors, mon dernier sujet sur le Japon. Du coup, Trop bien. pourquoi tout le monde pleure dans cette cabine téléphonique? Ouais. Comment t'es arrivée à te dire, tiens, je vais partir au Japon sur cette cabine téléphonique? Écoute, je crois que ça, j'en ai jamais parlé, en tout cas publiquement, mais ce sujet, c'est presque l'un des sujets qui m'a donné envie d'être journaliste. C'est-à-dire que post-tsunami, donc le tsunami, c'était en 2011 au Japon. Euh, je pense en 2012, tu vois, je tombe par hasard, tu vois, dans un magazine que je lis, sur un tout petit article qui parle de l'existence de cette cabine téléphonique où les gens vont pour se recueillir et parler aux morts, Ok. tu vois, et les gens qui sont perdus dans le tsunami. Et je trouve ça profondément poétique et très japonais d'ailleurs. C'est une manière d'appréhender le deuil C'est doux. ouais, très particulière. Et je me suis dit, punaise, j'adorerais faire un reportage là-bas. Et en fait, vraiment, ça m'a trotté dans l'esprit pendant longtemps, tu vois. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais peut-être bien faire des reportages, j'aimerais peut-être bien être journaliste, etc., tu vois. J'adorais lire la presse. Et en fait, ce sujet est toujours resté en moi. Et je suis partie au Japon pour des vacances, tu vois, cet été. Euh, et avant de partir au Japon, je me dis, mais quand même, juste maintenant, t'as ta chaîne YouTube. Est-ce que tu profiterais pas d'être au Japon pour faire un sujet? Mon mec n'était pas forcément content, mais enfin, évidemment, il me soutient amplement, tu vois, mais il disait, ce serait bien que tu te reposes plutôt, Justine, plutôt que pendant nos vacances, t'ailles faire un tournage, tu vois, c'est plutôt ça. Est-ce que tu connais? C'est ça. Mais en même temps, je me suis dit, bah si, profites-en. Et tout de suite, le sujet qui me vient, c'est ça. Je regarde, je vois qu'en fait, finalement, il y a peu de médias qui l'ont traité parce que c'est dans un bled super paumé, c'est super galère pour y aller. Je dis, super, c'est pour moi, mon choix, c'est ça. Et en fait, voilà comment j'ai organisé le truc, où je me suis dit, bon, bah en fait, non, je vais faire un sujet là-dessus. Et honnêtement, c'est ma vidéo préférée de ma chaîne pour l'instant, qui a le moins de vues. Parce Ok. que, en fait, j'ai eu le malheur d'utiliser le mot mort dans le titre, Ah. qui fait que ça a complètement tué la vidéo. J'ai eu la confirmation de la part de YouTube. Et en gros, au niveau de l'algorithme, il n'a pas aimé du tout mon titre initial. Et ce qui fait que elle fait, je sais pas, 8 fois moins de vues que les autres vidéos. Sachant que c'est peut-être c'est celle qui m'a coûté le plus cher à produire, c'est une évidence. Et c'est celle où j'ai eu le plus de réflexion sur comment je construis mon sujet, storytelling, etc. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fout un peu les bons, tu vois, mais en tout cas, j'en suis fière de cette vidéo. Franchement, je suis contente de ce que ça a donné. Ouais, puis j'ai vu et j'ai regardé aussi les commentaires et il y a beaucoup de personnes qui finissent en larmes et effectivement on comprend pourquoi. Faut aller voir la vidéo pour ça, mais bon, non, c'est trop chouette. T'as parlé budget. Est-ce Mhm. que tu saurais me dire, ou si tu as envie de me partager, Ouais, bien sûr. combien coûte une vidéo à produire pour ta chaîne? Là encore plus, effectivement, là tu es sur Ouais. un sujet à l'étranger, donc j'imagine peut-être ça coûte encore plus. Ah ouais. T'as aussi la problématique, j'ai vu que tu parlais des fixeurs à un moment. J'imagine que tu l'as parce que du coup, ce n'est pas la même langue. Donc, c'est une vraie galère. Je sais pas, ça coûte combien un fixeur? Combien coûte une vidéo à produire pour toi? Mhm. Écoute, ça dépend aussi de ce que tu fais, de où tu vas. Tu vois, Lyon, techniquement, du coup, j'avais pour la petite fille SDF, j'avais mon billet de train. Je dormais dans l'école, ça c'était gratuit. Après, tu vois, je compte même pas le matos. Tu vois, le matos, ça coûte évidemment super cher. Mais ça m'a pas coûté très cher en tant que tel parce que je fais beaucoup de choses moi-même. Mais plus tu commences à faire quelque chose d'un petit peu vraiment produit, comme beaucoup de youtubeurs, où tu vas faire appel à un miniaturiste, tu vas faire appel donc pour faire les miniatures de ta vidéo, quand tu vas faire appel à un motion designer pour faire des effets dans ta vidéo, ou sinon un monteur, tout ça, ça fait que évidemment ça coûte de plus en plus cher. Pour cette vidéo-là, c'est compliqué d'estimer, mais je pense que ça m'a bien coûté sans le voyage, hein, 3 500 euros. Tu Tu vois. comptes quoi là-dedans? Je compte le salaire de mon fixeur, Ok. du coup, qui m'a aidé à trouver ce monsieur et qui m'a accompagné sur le tournage et qui traduit. Ça se paye au jour, un fixeur, ça se paye C'est plutôt un forfait, tu vois. En gros, on estime un peu ce dont j'ai besoin. Ok. Et en gros, il me dit, bon bah voilà, il y en aurait pourtant concrètement. Il y en a aussi qui demandent au forfait jour, tu vois, parce qu'il y en a, ça va être juste, ils t'accompagnent sur le terrain, mais ils n'ont pas nécessairement fait de calage avant, tu vois. Ok. Donc ça va être vraiment un forfait de ah oui, moi je suis à 150, 200, 250 euros la journée, ça dépend dans quel pays tu es. Il fallait payer
une location de voiture, parce que c'était dans le petit bled. Il fallait payer le Shinkansen, donc le TGV aussi. Pareil, avant d'aller dans le petit bled, pour aller dans un autre petit bled, il fallait prendre un TGV, tu vois. T'as fini à pied. C'est ça, avec mes gros sabots. Et il y avait aussi l'hôtel. Vu que c'était hyper loin, bah, en fait, on devait arriver la veille. Après, il y a la nourriture, tu vois, payer la nourriture pour ton fixeur, pour toi. Ça va. Figure-toi qu'on m'a fait payer pour être sur le lieu. En gros, Tout plaisir. la cabine téléphonique est sur un terrain. Et en gros, maintenant, le mec qui détient le terrain demande aux médias. En fait, il laisse les Japonais aller et venir, tu vois. Mais il demande aux journalistes de payer. Et tu sais, j'ai vraiment fait une négociation de malade où j'ai dit, mais attendez, regardez ma chaîne, regardez le nombre de vues. Enfin voilà, je suis pas CNN, tu vois. Et je pense que le mec s'est dit, bon, bah, de temps en temps, très rarement, t'as des journalistes. Je vais en profiter et les faire payer. Et en plus, t'es au Japon, c'est pas le pays de la négociation. C'est pas le pays qui va essayer d'être sympa avec toi, tu vois, si t'es ric-rac. Donc il a fallu payer aussi, c'était 800 euros, tu vois, juste 800 pour... je suis restée 2 heures, 3 heures, T'as dû le tournage. surtout, tu l'avais pas prévu, Je j'imagine. l'avais pas prévu. Je l'avais pas prévu. Là, quand tu donnes en espèces tes 800 ou 900 euros, ou Mes tu vacances. te dis, finesse, vraiment, c'est pour ça que, tu vois, quand la vidéo, elle a eu son problème de vue, tu vois, tu dis, je comptais évidemment pas me faire de l'argent dessus. Mais tu veux qu'au Juste, ça moins... serve. C'est ça. Tu veux qu'au moins il y ait des vues et que tu t'es embêté. Donc, Bien qu'au sûr. moins il y ait des gens qui voient ton travail, etc. Parce que le plus rageant, c'est qu'il y a eu énormément de commentaires sous cette vidéo. Et vraiment, j'ai jamais eu, en termes de stats, tu vois, autant de gens satisfaits en termes de likes. J'ai eu énormément de commentaires, tu vois. C'est là où j'ai eu vraiment le plus de retours des gens qui ont pu voir la vidéo. Mais malheureusement, c'est qu'en fait, ça a jamais été vu par des gens abonnés par mois, etc. Ça n'a pas été propulsé dans des suggestions. Donc, ce qui fait qu'on est resté bloqué à 5000 vues. Donc voilà un petit peu. Ouais, ce qui est terrible. Et tu dis que tu as eu la confirmation de YouTube, c'est quand tu as vu que la vidéo ne marchait point. Tu as envoyé un message, j'imagine, au support YouTube. Comment ça se passe? En gros, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème parce que tu as des chiffres en fait qui sont très clairs, notamment ce qu'on appelle le taux de clic, le RTC, où tu vois en fait si ton titre et ta miniature fonctionnent bien, c'est-à-dire les personnes qui sont face à ton titre et ta miniature, est-ce qu'ils cliquent. Ça, c'est le taux de clic. Une très bonne moyenne, c'est 7-8%. Après, si tu vas plus, c'est super. Si tu vas en dessous de ça, ça commence à être un peu compliqué. Et ce qu'il faut regarder, c'est dans les premières 24 heures ce que ça donne. Et il y avait des choses qui n'avaient aucun sens. C'est-à-dire que normalement, c'est supposé monter ton taux de clic. C'est normal, tu vois. Et puis, en fait, l'algorithme, il va te proposer à de plus en plus de personnes, et à un moment, ce sera plus ton public, et là, ça baisse. C'est logique. Sauf que là, en fait, il y avait des choses qui n'avaient aucun sens. À un moment, j'avais 14%, ce qui est un super taux de clic. Après, 0, impossible, dans les moins de 24 heures. Et j'ai aujourd'hui encore, même sur des vieilles vidéos, j'ai pas 0% de taux de clic. C'est pas possible, tu vois. Sachant que j'avais pas touché au titre et à la miniature. Donc voilà, 0, après 2, après 6, après, tu vois, ça faisait que changer. En moins de 24 heures, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème, j'ai changé le titre. C'était trop tard, tu vois. Et en gros, c'est YouTube qui m'a confirmé après, parce que du coup, j'ai pu rencontrer, tu vois, plusieurs personnes de YouTube, où je leur ai demandé, en fait, j'aurais dit, est-ce qu'il y a moyen d'aller regarder de votre côté les statistiques de cette vidéo? Parce que ça me frustre beaucoup et je ne comprends pas ce qui se passe. Et ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, en effet, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, quoi. Zut. Et ça valait pas le coup de l'enlever pour la reposter? Tu peux pas, parce qu'en fait, le robot de YouTube est quand même très bien foutu et veut éviter, en fait, les gens qui ripostent ou qui volent des contenus. Donc, en fait, en gros, il va faire comme une copie lui-même de ta vidéo. Donc, même si je la supprime et je la réupload, il va se dire, non, mais attendez, quelqu'un a déjà posté cette vidéo. Elle est peut-être en train de voler la vidéo, tu vois. Ce qui fait que c'est trop tard. À la limite, tu peux vraiment supprimer une vidéo hyper rapidement, tu vois, dans l'heure de la publication, etc. et tout de suite la reposter. Ça nous est arrivé avec Charles sur une vidéo où, en gros, il y avait un bug de son. Je l'ai capté, je sais pas, 40 minutes après l'upload, tu vois. J'ai dit, attention les gars, il y a un problème. On a supprimé et on l'a reposté le lendemain. Pas de souci, ça fait 1,5 million, tu vois. Mais là, en fait, j'ai peur que ce soit pire. Oui, finalement, oui. Autant la garder et que ça fasse notre enquête
où tout le monde a envie de voir et qu'à y rechercher. C'est ça. Moi, je pense à un moment, tu vois, à la fin d'une vidéo, je dirais, bah voilà, il y a cette vidéo à laquelle je tiens, où je pense que ça pourrait vous plaire, tu vois, où tu pousses manuellement. Mais en fait, il y aura les gens qui iront manuellement dessus, mais ça n'ira plus jamais en suggestion. Donc, ça fera jamais, tu vois, autant de vues que, par exemple, la viande de brousse. Ouais. Mais du coup, j'essaie toujours d'en parler. Faut que les gens aillent la voir parce que j'en suis contente. Ah ouais, carrément. Ouais. Puis forcément, en plus, si c'est le sujet qui t'a Bah ouais. envie d'être en journaliste, j'imagine que t'as dû être bien frustré vers un moment où tu vois la vidéo stagner. C'est dur, mais c'est les joies de l'algorithme. Mais j'imagine que tu n'utiliseras plus ces termes pour tes titres. Jamais. De toute manière, je vais envoyer mes titres à YouTube maintenant, tu vois. Donc, bah oui, peux faire ça. bah en tout cas, tu vois, j'ai un contact, tu vois, je pense que je leur dirais, est-ce que ça c'est bon selon vous, tu vois, mais même j'éviterai en fait des mots dits sensibles, tu vois. Mais ça c'est dur quand t'es journaliste aussi parce que du coup, tu dois avoir cette gymnastique d'esprit de dire, ah, ok, il n'y a pas seulement le côté informatif, il n'y a pas seulement le côté il faut que les gens cliquent, il y a aussi le côté, bah peut-être l'algorithme il va pas aimer. Ouais, clairement. Pas facile. Il reste un peu de temps. Mhm. Alors. Bah tiens, c'est cette fameuse vidéo qu'on a réuploadée avec Charles, c'est j'ai enquêté sur le scandale de la pêche industrielle en France. C'est sur celle-ci qu'on avait un problème de son. Bah ça c'est l'une des dernières, pas la dernière, mais l'une des dernières vidéos avec laquelle j'ai travaillé avec Charles. En gros, l'idée c'était de faire une grosse enquête sur justement la surpêche en France. Et ça nous a pris quand même plusieurs mois. C'était un gros taf. On a beaucoup été en Bretagne et dans le nord de la France pour en fait parler justement des chaluts, des nouvelles méthodes de pêche, le fait aussi qu'il y ait beaucoup de pays étrangers, notamment les Hollandais, qui viennent piller nos fonds en France et qui respectent pas du tout ce qu'on appelle les quotas. Donc on était sur un sujet un peu éminemment politique, un peu presque comme mon bouquin. Mais il fallait rendre la chose quand même intelligible parce que les histoires de ah oui, tel pays a tant de quotas de poissons, de machin, de telle espèce de poisson, ça peut vite être chiant, ça peut vite être rébarbatif. Donc l'idée c'était justement de pouvoir faire quelque chose qui était intelligible, tu vois, pour les gens et qui comprennent justement un petit peu les enjeux de ce qui se passe actuellement dans leur assiette, quoi. Et ce sujet, c'est Charles qui t'a dit je veux parler de ça. C'est toi qui as essayé de Charles. proposer. C'est Charles. Ok. Et lui, il suit quoi? Une ligne éditoriale sur sa chaîne, un petit peu. Du coup, je suis quand même engagée. Oui, oui, clairement, Charles, c'est quelqu'un de très engagé. Au niveau de sa ligne éditoriale, ça flirte quand même beaucoup avec l'actualité internationale. Là, on est sur la France. De temps en temps, il parle de la France. Mais il est sur des sujets engagés. Du coup, là, tu vois, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu quand même environnemental. Mais la grande majorité du temps, on va plutôt être sur des sujets internationaux, conflits, parfois autour du narcotrafic. Ça, globalement, c'est un petit peu ses sujets de prédilection. Là, on est en train de faire en ce moment un film sur les enfants de Gaza, qui sortira, je pense, dans plusieurs mois. Et où je me suis occupée, tu vois, de plusieurs tournages, où là, on est en plein montage. Ok, ouais, ça reste de l'actu finalement quand même. Ouais, quand même. Par rapport à des chaînes, etc. Et il y a un truc qui m'a intriguée aussi chez Charles, c'est que sur la publicité, justement, en tant que journaliste, créateur, lui, il n'en fait pas. Et ma question, c'est du coup, comment il vit avec sa chaîne? C'est la grande question. Oui. Non, mais c'est une très bonne question. C'est compliqué. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Charles, il continuait à faire des reportages pour Brut, ce qui lui permettait d'être un peu à l'équilibre. Sauf que du coup, Brut maintenant a été repris par CMA-CGM, donc qui est du coup un gros acteur quand même pas terrible en termes de propriétaire, tu vois, de médias. Donc Charles étant en effet engagé, il veut pas continuer cette collaboration avec Brut. Ce qui fait qu'il y a toute une remise en question aussi du modèle économique, tu vois. Donc, lui, il a eu de l'aide du CNC, donc ça lui permet quand même de vivre, etc. Ou en tout cas de survivre et de permettre de financer sa chaîne. Mais il se pose toujours la question de est-ce que je vais faire des sponsors ou pas. Il a pu en faire une fois où c'était pour un magazine du Monde. Et j'ai envie de te dire, ça va. Tu vois, enfin, c'est le journaliste qui fait la pub pour du journalisme, ça va. Mais on n'est pas à l'abri que ça change prochainement pour Charles. Tout comme je sais que c'est quelque chose qui l'ennuie profondément et je le comprends. Donc je sais que si la moindre occasion de ne pas faire de sponsor, il n'en fera pas. Mais peut-être qu'à un moment, il sera obligé d'en faire. Ouais, bah oui, parce que j'étais vraiment en mode, ok, il en fait pas, c'est super, hein, genre vraiment l'éthique et aller jusqu'au bout de ses idées, c'est hyper admiratif. Et j'étais, ah, mais du coup, ça veut dire qu'il a un autre job à côté, parce que si tu vis peut-être il y a quand même de la money YouTube qui. Oui,
Mais Mais tu pas en fait, tout dépend de combien tu mets dans tes prods et à quel ouais, point tu es ambitieux, exigeant, et cetera. À quel point tu payes bien les gens aussi, tu vois? Parce que des fois, je vois des gens qui se disent, «Oui, cette vidéo, elle m'a coûté, que, 300 € à produire, et j'en ai tiré, 2 000 € en vues». OK, mais tu as payé combien ton monteur? Tu vois, il y a ces trucs-là aussi. ouais, C'est, à quel moment toi aussi tu deviens l'exploitant? Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Moi, par exemple, je travaille, régulièrement avec un monteur pour qu'il repasse sur mes vidéos parce que moi, je sais monter, mais pour moi, c'est un métier à part entière. Donc, pour avoir ce punch, ce truc très YouTube, en fait, c'est bien d'avoir un monteur qui passe sur ta vidéo. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, en fait, ils ont un monteur de A à Z. Et puis tu en as aussi où, surtout quand ils débutent, ils vont plutôt être, sur, des monteurs qui vont vraiment sous-payer en disant: «Bah, voilà, j'ai pas plus». Et pareil, moi, mon monteur, évidemment, je le paye pas des milliers et des cents, mais tu vois, sur cette vidéo-là, pour, le Japon, je saurais plus combien je l'ai payé, Adrien, mais je crois que je l'ai payé, Mmh, 1 400 ou un truc comme ça, tu vois? Ce qui a rajouté d'ailleurs, c'est vrai que j'y pense même pas, mais ça rajoute aussi, tu vois, sur ces histoires-là. Mais, là, j'ai fait une sponsor et l'objectif, c'était de me dire: «Je veux payer correctement les personnes avec qui je travaille». J'ai suffisamment été, Exploité. exploitée et en effet mal payée, tu vois, dans le journalisme pour avoir ce souci-là de, je ne veux pas en fait, sous-payer les gens. C'est hyper important pour moi. Il y a des moments où je leur dis: «Bah, on va faire comme on peut et peut-être on enlève un jour de travail ou on se débrouille, et cetera». Évidemment que je pense que, vu leur travail, ils méritent d'être mieux payés, Ouais. mais j'ai pas l'impression de les sous-payer et ça, c'est important. Oui, bah, oui, oui, oui. Puis mais je pense que c'est pas facile comme, bah, c'est tenir effectivement ses engagements et ses valeurs et en même temps, tu débutes, tu te payes pas, tu veux pas non plus, Ouais. payer quelqu'un, des milliers, des cents, à Mmh. côté, quoi, donc Mais Charles, par exemple, tu vois, il paye, tous les gens, tu vois, à leur, juste valeur, tu vois? Il va jamais négocier, en gros, il sait combien coûte une vidéo. Il hésite pas à faire une, bonne vidéo, mais du coup, c'est à son évidemment, à son bien détriment, tu sûr, vois? Parce que, il pourrait évidemment se sortir beaucoup plus d'argent, mais il préfère avoir une vidéo dont il est très, très fier. ouais. Puis c'est un pari, finalement, sur le long terme aussi. C'est Bien qu'il sûr. est reconnu aujourd'hui pour justement ses engagements, pour la capacité qu'il a sur ses prods et cetera et ça paiera, dans le futur, c'est sûr. Mais évidemment, et puis c'est déjà le cas, hein. Oui, Là, il arrive sur son million d'abonnés, ça arrive. c'est déjà beaucoup, hein, c'est Ouais. fou. Franchement, trop bien. Mais OK, très fort. Ouais, c'était une petite question qui a rien à voir finalement avec les sujets et les angles, mais comme Ça va c'est avec. quand même un podcast où j'aimerais, que ça soit assez concret sur, bah, comment on fait ça et comment on revient. Je trouve la réalité financière Bah, ouais, est à aborder parce que c'est une réalité, hein, ouais, faut complètement. en vivre. Bah, en fait, tu peux pas, produire sans parler un peu d'argent, tu vois? Parce que ça fait partie, des enjeux, tu vois? Juste au-delà même de se tirer de l'argent, c'est, comment tu fais pour payer ta production, pour payer correctement les gens et après aussi accessoirement toi pouvoir te payer. Parce que Ouais. souvent on a cette vision de, l'influence des influenceurs, des créateurs de contenu, qui gagnent énormément d'argent. Mais en fait, la réalité, c'est que je crois que, 8 créateurs sur 10, peut-être même 9 sur 10 gagnent moins que le SMIC, tu vois? Donc ça, c'est la réalité. Ouais, ouais, facile et tu as parlé de sponsor sur ta vidéo. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire à peu près, combien c'est aujourd'hui? Tu as 20 000 abonnés. Ouais. Une sponsor sur YouTube, tu Déjà, ça dépend pour qui, OK. pourquoi. C'est-à-dire que, tu vas avoir évidemment des marques qui vont te proposer beaucoup plus. Moi, par exemple, tu vois, tu as des marques d'intelligence artificielle qui vont me contacter. Moi, j'ai absolument pas envie de faire ça pour l'instant. OK. Peut-être qu'un jour, on me ressortira cet extrait en disant: «Regardez, j'ai dit ça, elle a dit ça» et puis finalement, elle a fait une IA. Aujourd'hui, je veux pas du tout faire ça, en tout cas. OK. Et ben, ça va être évidemment beaucoup plus payé que, par exemple, d'autres sponsors où, en fait, ils ont finalement beaucoup moins de mal à trouver des gens, tu vois? Les IA aussi, elles te payent bien parce que tu as plus de gens réticents à l'idée de faire, tu vois, des sponsors autour des IA. Mais en gros, pareil, si c'est un reportage où du coup tu as ces moyens de dire: «Bah, voilà, le projet est un peu plus ambitieux, la vidéo va faire peut-être plus de vues», tu vois? Bien C'est aussi sûr. ça, hein, qui est difficile. C'est du coup tu prends un truc, mais tu sais pas Mmh. combien ça va faire de vues. VS, tu vois, peut-être un truc en studio et ben, des fois, tu vas peut-être tirer un petit peu moins d'argent. Des fois, c'est vraiment une histoire de négociation. Mais du coup, par exemple, sur cette sponsor là, j'ai été payée, 1 600 €. Ce qui, tu vois, m'a permis de payer Adrien, mon monteur, et c'est cool. Mais, une nouvelle fois, il y a eu d'autres frais en plus. Ouais, bien sûr. Ah, c'est toujours le jeu, mais effectivement, c'est
comble un peu les trous au C'est ça. maximum et toi, essaie au moins d'être à zéro finalement, Oui, te retrouver un que ça minimum, quoi. que ça te coûte pas. Parce que c'est assez rigolo finalement de se dire que tu travailles, que ça te coûte de travailler, Complètement. plus que tu gagnes. Il y a quand même un truc dans ce milieu, moi, que je découvre où je me dis: «Ah ouais, ah c'est un concept quand même, hein». Ouais. Faut Bah, tu sors l'argent de ta poche. bon, je comprends quand c'est métier passion, de plus en plus, mais OK, je te propose de La prendre la soirée. Alors, c'est quoi la dernière? Bah, qu'est-ce qu'on peut bien foutre à Paris toute une nuit? oui, j'ai pris ce sujet parce que je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, puis maintenant que tu le dis, on peut se poser la question, mais à quel moment tu te dis: "Tiens, je vais écrire un article là-dessus"?» Parce qu'il y avait une ligne édito chez Vice aussi. C'est clairement la ligne de Vice, hein, où c'est, du gonzo journaliste, donc c'est-à-dire c'est la première personne, où tu deviens toi-même acteur presque du sujet par moment. Ouais. Et en fait ça, c'était tout simplement la reprise d'une version anglaise. Il y avait eu «Qu'est-ce qu'on peut bien foutre, toute une nuit à Londres», où du coup tu avais le journaliste anglais justement de Vice UK qui, faisait le tour de Londres pour dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire toute une nuit?» Et du coup, bah, on était allés avec le community manager, on avait bien rigolé. On s'était programmé vraiment toute une nuit à Paris pour voir tout ce qui pouvait être ouvert. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses ouvertes à Paris, tu vois? Tu as des restos ouverts, 24 heures sur 24, tu as aussi une salle de sport ouverte, 24 heures sur 24, voilà, on a essayé de faire, plein d'endroits différents, on avait commencé je crois à 20 heures et puis on a terminé à 6 heures du matin, tu vois? Ah ouais, sacrée nuit ça C'était une aussi, sacrée nuit, ouais. clairement. Et Vice, du coup, tu parlais d'un pas de côté. Mmh. C'est comment on fait? C'est-à-dire tu prends un sujet, je sais pas, si on prend un autre des sujets, bah, n'importe les gilets jaunes, la K-pop, être avec un SDF à 8 ans. À quel moment, genre, si tu devais écrire pour Vice, tu te serais dit: «OK, je le traite pas comme ça, je le» quel twist? Qu'est-ce que tu te posais comme question? Qu'est-ce que En fait, j'essaie toujours de me dire, chez Vice, en fait, on n'avait pas la possibilité de faire du news, de l'actualité chaude. C'est pas ce que les gens attendaient et on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire. Donc, c'est pas pour autant que tu dois te refuser de faire de l'actualité, mais qu'est-ce que tu peux proposer un petit peu de différent? Donc justement, ce fameux pas de côté. Et à chaque fois, en fait, moi, j'essaie de me mettre des hypothèses. Est-ce que ça existe? Est-ce que, ça, je peux le faire autrement? Typiquement, début de la guerre en Ukraine, tout le monde parle de ça. Donc en fait, t'as pas non plus envie d'arriver avec un sujet: «Qu'est-ce qu'on peut bien foutre à Paris toute une nuit?» parce que tu vas quand même être ouais, énormément en décalage. attendu, Et en même temps, on va pas faire, tu vois, la prise, tu vois, de chaque coin, tu vois, de l'Ukraine parce que c'est pas dans notre ligne édito. Et je me suis dit: «Les gens sont suffisamment cons pour harceler les restaurateurs russes en France», sachant que si ils sont russes en France, c'est peut-être pas pour rien qu'ils sont en France. Mais bon. Et je me fais une liste, je regarde, tu littéralement que 10 vrais restaurateurs russes en France. Genre, passe tous des coups de fil et 8 sur 10, ils avaient tous eu leur vitrine pétée, taguée, des menaces de mort, des appels, et cetera. Et du coup, j'en fais un sujet, ça marche du feu de Dieu. Tu as la maison de la poutine qui dit: «Ah bah, nous, les gens sont suffisamment cons pour pas comprendre que la poutine, c'est le plat et que, pour, penser qu'on est lié à Poutine et en fait qu'on nous harcèle aussi», tu vois? Et en fait, le sujet a super bien marché. Donc le fameux pas de côté, c'est toujours se dire: «Qu'est-ce que je peux apporter d'un petit peu différent?» Et souvent, c'est ce que je te dis, ça part d'hypothèses. Où je me dis: «Est-ce que ça existe?» Et des fois, j'ai faux, hein. Ça m'est déjà arrivé chez Vice, une fois, je m'étais dit: «Tiens, je savais que, pendant, le Moyen Âge, toutes les personnes qui étaient épileptiques, bah, en fait, on pensait qu'elles étaient habitées par le diable, donc on les foutait à l'église, tu vois? Elles étaient quand même, relativement, maltraitées. Et je me dis: «Ça se trouve, tu as encore un peu des hérétiques, qui, font ça». ouais. Je me renseigne, pas du tout, tu vois? Donc mais en même temps, je trouvais le sujet fun, je me dis: «Ça se trouve, Ouais, c'est le cas», tu vois? puis quand tu le dis, tu sais, ça paraît presque logique, en Ouais, fait. Bah, ouais, tout ce qu'on a cru, enfin, les délires aussi sur les sorcières et tout, enfin, aujourd'hui, c'est encore plus ou moins d'actualité, les gens qui y croient pas, enfin, ouais. il y a plein de trucs, donc Donc voilà, c'est ce truc de, tu d'être ouvert. Ça marche, tant mieux, sinon, tant pis, tu vois? Évidemment, tu es journaliste, tu es obligé de vérifier ce que tu racontes, tu vois? De vérifier un peu tes idées, mais j'essaye vraiment de tout le temps, me dire: «N'importe quoi peut devenir un sujet». Par exemple, toujours chez Vice, une fois je rentre du travail, et je vois un boucher qui met, bœuf wagyu. Wagyu, c'est, le bœuf, japonais, hyper connu, super cher, qui est connu parce qu'il est massé avec du saké, enfin non, il est massé, il boit du saké et il écoute de la musique classique. Et c'est peut-être le bœuf le plus cher parce que c'est super tendre, c'est super bon. Et je me dis, je vois origine Normandie, je me dis: «Trop bizarre,
pour moi, c'est que japonais. Enfin, pour moi, c'est une sorte d'appellation. Je garde ça dans un coin de ma tête, je rentre chez moi, je cherche et je vois que t'as un mec qui fait des bœufs voyous en Normandie, où il leur fait écouter radio classique, ils boivent du cidre Excellent. et il est masse aussi. Donc il avait fait une version normande. Et je me dis, bah trop drôle, je vais faire un reportage là-bas, tu vois. Et en gros, juste, c'est ce truc de garder toujours un œil neuf sur les choses et être hyper ouvert, tu vois, au quotidien, tu vois, à ce que on va te raconter, à ce que tu vas voir, etc. Ah ça c'est fou, trop bien. On a un peu fini tous nos sujets et justement, ça me parle que tu parles d'hypothèses et tout. Je trouve ça trop intéressant de se dire, d'essayer de comprendre un peu ton schéma de pensée finalement parce que, bah, pour trouver un sujet et pour trouver tous les sujets que tu as cette ouais, parce que là, il y en a que 10 mais il y en a des centaines. C'est quoi si tu pouvais, je sais pas si c'est possible d'ailleurs de me donner une méthode que toi t'as, donc tu viens un petit peu d'en parler, hein, de rester ouvert, de toujours ouvrir l'œil et de peut-être, à chaque fois faire des hypothèses. Tu dirais que c'est quoi ta méthode pour trouver des sujets? Et si tu as une méthode à conseiller plutôt? Mmh, Parce que c'est compliqué. Moi, ma méthode, en fait, c'est de continuer à discuter avec des gens et de parler de leur vie. C'est-à-dire que moi, je cultive énormément mes amitiés en dehors du journalisme. Évidemment, j'ai des très très bons potes qui sont journalistes, mais le problème aussi avec le journalisme, c'est que c'est un gros gros entre-soi où les gens traînent ensemble et parlent tout le temps de ce métier, ils font que ça. Moi, j'ai vraiment tenu à garder mes amitiés en dehors du journalisme. En fait, en fait, les gens vont me parler de leur vie tous les jours et ils pensent que c'est pas intéressant. Mais des fois, il y a des choses, vraiment des pépites qui sont cachées là-dedans. Et je pense pas que ce soit une méthode en tant que telle, mais c'est ce truc de toujours être attentif et ne jamais se fermer, tu vois, dans un milieu en particulier. Ce qui est souvent le cas, tu vois, que ce soit la création de contenu, je le vois bien, et les journalistes, c'est des gens qui vont beaucoup, beaucoup traîner entre eux et se fermer en fait au reste de la population, alors qu'en fait, ce qu'on te demande dans les deux cas, c'est justement d'être hyper ouvert et de raconter l'histoire des gens, tu vois. ouais, Donc moi, en tout cas, ma méthode, ce serait continuer à parler à tout le monde. trop beau, juste comme ça. Et OK, continue à parler à tout le monde. OK, on parle ensemble, c'est super. Tu me racontes ta vie, c'est génial. Là, je me dis: «Ah, c'est intéressant», je ne sais pas, tu as été à la boucherie et tu as vu du bœuf wagyu et je me dis: «Ah intéressant». À quel moment tu te dis: «Ça peut être un sujet»? Est-ce qu'il y a une liste de questions où tu te dis: «Ah ouais, ça n'a pas été traité, Mmh. j'en ai jamais entendu parler, Ouais. c'est un sujet, qui touche, tout le monde»? Parce que tu vois, finalement un sujet très spécifique va peut-être pas beaucoup parler, à certaines personnes comparé à quelque chose dont tout le monde a connaissance. Mmh. Est-ce que tu as une liste de questions dans ta tête que tu dis: «Ça, c'est un sujet où je tiens peut-être quelque chose»? Alors, le côté, est-ce que ça a déjà été traité? Évidemment. L'avantage avec YouTube, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été traitées par des journalistes sur les médias traditionnels, mais pas sur YouTube. Du coup, ça t'ouvre une possibilité infinie. Moi, il y a des sujets comme ça où je me dis, bah, j'ai envie de les faire sur YouTube parce que je les ai jamais vus sur YouTube, alors que je les ai vus en vrai maintes et maintes fois sur des médias traditionnels. OK. Et pareil, je vois des gens qui pètent avec des vidéos qui vont faire 2 millions sur des sujets, en fait, où en tant que journaliste, on va être super blasé en disant: «Mais attends, ça, on le voit tous les jours dans le monde». Alors j'exagère, tu vois? Ouais. Mais il y a un truc où il y a vraiment des médias, heu, qui traitent souvent de certains sujets, et en gros, sur YouTube, on n'en parle jamais. C'est pas du tout original, mais en fait, du fait qu'on les gens sur YouTube l'ont jamais vu et en fait, les gens vont pas aller lire, les médias traditionnels ou aller voir les JT et ben, en fait, ils vont s'y intéresser parce qu'ils vont découvrir ça. Donc évidemment, regarder si ça a été fait sur YouTube, si ça a été fait sur les médias traditionnels, comment ça a été fait, quand est-ce que c'était, tu vois? Parce qu'en gros, ça se trouve, ton sujet que tu veux traiter, il a été traité, mais il y a 10 ans. Ça a peut-être énormément évolué. Donc regarder aussi de quand ça date. Ouais, clairement. Et moi, ma méthode, c'est toujours de me dire, visuellement, ça va ressembler à quoi? Parce que des fois, en fait, je me dis, ah, c'est intéressant comme sujet. Et puis, j'essaie de me l'imaginer. Et en fait, après me dire, ok, ce constat existe, par exemple, ce problème existe, j'ai rien d'autre à dire. C'est-à-dire que, ok, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va dire, ah oui, il y a ce problème-là, mais après. Donc, en fait, j'essaie de me Ouais. faire un petit film où, ok, je me dis, ok, je commencerai là, la personne elle me dirait ça, elle va faire ça, ensuite je passerai à tel endroit et j'essaye de voir si ça fonctionne sur la durée en tant que telle. Ou si c'est juste, OK, il y a ce problème, mais en fait, je peux le dire en une phrase et j'ai rien d'autre à dire. Tu vois? Ouais. Des fois, j'ai des gros thèmes où je me dis
OK, ce thème-là, il m'évoque quoi? Tu vois? Je vais me poser sur une feuille et je vais mettre plein de choses. Aujourd'hui, c'est quoi les problématiques autour de ces thèmes et cetera? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresserait au niveau, vraiment, sur le fait de creuser sur ce point? Par exemple, la natalité, tu vois, avec Hugo, tu peux très bien dire: «Ah oui, on va faire les gens qui veulent plus avoir d'enfants, et basta». Sauf qu'en fait, j'ai adoré en creusant, je découvre le fait que, la Corée du Sud, finance le fait d'avoir des nounous étrangères, du coup sous-payées, en Corée du Sud, tu vois? Hyper intéressant et je pars du point de: «OK, je veux faire quelque chose sur la natalité» pour après recreuser encore, tu vois? Et des fois, évidemment, j'ai en amont, l'angle où je me dis: «OK, je vais faire juste sur ce point spécifique», tu vois? Les lives TikTok, et financement, du terrorisme, blanchiment d'argent. OK, ouais. Tu prof également. Ouais. Est-ce que du coup, tu accompagnes, des jeunes à trouver justement, j'imagine, différents sujets, qui est une vraie problématique, hein, je pense dans le journalisme et différents angles. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois souvent, que tu aimerais ne pas Écoute, je pense ce truc justement de pas vouloir sortir, tu vois, des choses déjà faites. Moi, souvent, ce que je vois de la part, tu vois, d'étudiants ou de très jeunes journalistes, c'est, de proposer des sujets, que j'ai déjà vus 15 000 fois, où il y a pas de nouveauté. Parce que une nouvelle fois, tu peux parler d'un sujet qui a déjà été fait, mais il faut que tu apportes un petit point nouveau. Sinon, en fait, une nouvelle fois, il y a pas de plus-value à ce que tu apportes. Pourquoi j'achèterais ton sujet si j'ai déjà vu sur Arte, sur Le Monde, sur l'Obs? Donc je pense qu'il y a cette, difficulté-là de se dire: «OK, je sors des sujets que j'ai déjà vus partout». Je pense qu'en tout cas, c'est ce que je remarque le plus et après sinon, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'étudiants en école de journalisme qui, profitent pas d'être en école de journalisme, en tout cas pas suffisamment, parce que tu as l'opportunité déjà pour certaines écoles, des fois, tu as du temps. Ouais. Donc tu as le temps aussi des fois de faire des choses. Moi, je sais que, tu vois, en école de journalisme, j'ai pigé. J'ai fait ma toute première pige, mon tout premier article payé, c'est drôle pour Vice, tu vois? Bon, OK. des années après, je m'y suis retrouvée. Pareil, on avait, des projets où en gros, c'était, ouais, des longs formats au long cours qui prenaient des mois et soit tu dis: «Bah, je fais un petit peu le minimum parce que c'est des cours», soit tu te dis: «Bah, en fait, ça, Ça va je vais faire peut-être en faire cartonner. quelque chose». Ouais. Par exemple, j'ai un très, très bon copain, il avait été présélectionné à Albert Londres, le prix Albert Londres, pour quelque chose qu'il avait fait en cours, tu vois? Trop bien. Et je pense qu'on soupçonne pas ce truc de: «J'ai le temps, je Ouais. peux en profiter». Parce qu'en fait, finalement, quand après tu sors et tu as la tête dans le guidon en sortie d'école et cetera et que tu dois bosser, 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 tu as moins le temps pour des sujets vraiment, où tu vas prendre plus de temps, où c'est au long cours, où c'est de l'enquête, du beau reportage, tu vois? Où c'est ça qui va faire ta plus-value aussi, et où Ouais. tu pas juste le petit soldat du journalisme qui va faire des duplex, Oui, tout le temps. c'est le moment où tu as le temps de mettre ta patte, de vraiment construire ton sujet et finalement aussi de le faire pour toi, donc c'est un vrai enjeu, OK. Et tu as dit, trouver, le petit truc, qu'ils n'avaient pas déjà vu. Est-ce que, je sais pas, si tu as déjà essayé de théoriser ça, de te dire, très bien, un sujet, qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer, la cible, je peux changer, la temporalité, je peux changer, le lieu où ça a été traité, je peux changer enfin, tu sais, je sais pas, genre, si on peut, je sais pas, faire un espèce de tableau en te disant, bah, là, tu as traité, être SDF à 8 ans, Mmh. c'était à Lyon. Est-ce que c'est la même chose dans différents pays? Est-ce que c'est la même chose, dans différentes villes en France? Qu'il y a une différence entre la campagne et la France si tu prends un truc géographique? Mais est-ce que là, bon, bah, tu as traité les enfants, mais on peut se dire, est-ce que je n'irais pas traiter les personnes âgées, les Ouais. personnes, enfin, différentes générations? C'est dans une école, mais peut-être que c'est dans d'autres lieux. Enfin, tu vois, je sais pas si tu as déjà essayé de théoriser? Je sais pas si on peut? Alors, j'ai jamais essayé de théoriser parce que je suis seule avec moi-même, tu vois? Ouais. Mais, des fois, quand on me propose un truc peut-être qui est un peu bateau, je vais dire: «OK, tu de me proposer quelque chose, sur, je sais pas, on m'avait proposé un truc sur les, violences sexuelles et le fait que, tu vois, on emmène, souvent, les petites filles durant l'été, tu vois, pour faire des excisions et cetera et en fait, c'est un sujet hyper intéressant qui est toujours d'actualité, mais qui est beaucoup fait. Ouais. Donc je lui disais: «Dans ce cas-là», ça c'est une vraie histoire avec un élève, «est-ce que tu irais pas plutôt suivre une association qui fait des investigations, tu vois, pour essayer de sauver les petites filles au moment où elles partent?» Ça, je sais que ça existe, tu vois? Et techniquement, on est toujours sur un truc de OK, il y a des excisions, mais je vais me faire un prisme d'une seule personne ou d'un seul acteur, où je disais ou au contraire,
tu décides, de faire, un sujet sur, les gens qui pratiquent l'excision en France. Parce qu'on parle souvent des gens qui partent à l'étranger, mais pour le coup, là, on est une nouvelle fois sur mes hypothèses à la Justine. Je suis persuadée que tu as des excisions en France, tu vois? Donc dans ce cas-là, tu changes en effet comme tu le disais, hein, la localisation. Tout de suite, quand on pense à un sujet, on se dit: «C'est à tel endroit», alors qu'en fait, ça se trouve, il y a dans un endroit beaucoup plus improbable. Typiquement, bah, voilà, la viande de brousse, on sait que ça se consomme plutôt, tu vois, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Bah, en fait, non, parce que tu en as aussi en France. Ouais. Mmh. OK, trop chouette. Est-ce que tu vois un autre, conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir, la future Justine Rex de demain? Ouh là là. Bah, pour le coup, je pense que c'est important de se faire confiance. Ouais. Typiquement, moi, j'ai pas confiance en moi, c'est un vrai souci. Et je trouve que, quand tu te lances sur la création de contenu, faut se faire confiance, il faut se faire plaisir. La confiance, je travaille encore dessus, mais le plaisir, je l'ai, constamment et je pense que ça se voit, tu vois? Quand tu regardes, les vidéos de quelqu'un, quand tu regardes les productions de quelqu'un, de voir qu'en fait, elle a pas fait ça c'est dans la contrainte, dans la douleur, tu vois? Et en fait, très rapidement, on se dit: «OK, la personne, il y a pas que le côté vue, il y a pas que le côté argent». Moi, je sais que c'est pas du tout ma motivation première ou le fait d'être connue. J'en ai rien à faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est pouvoir continuer mon métier de Ouais. journaliste, Kiffer tu vois? de découvrir des Et sujets, j'ai de les faire l'impression que ça découvrir. passe par, aujourd'hui YouTube, donc c'est ce que je fais. Trop bien. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle aventure. Tu vas garder ces Clara, trop bien! la Ça fait un bon souvenir. créativité, la confiance et tout. Tu re-regarderas tout Trop bien. tu te diras: «Waouh, j'ai fait tout Je te laisse juste le joker parce qu'il me fait peur. tu t'aimes pas la joker». Merci, un grand merci Merci pour pour l'invitation. l'invitation au premier épisode et puis j'espère qu'on se recroisera. À très vite.